Là, je balance, hein. J'en ai rien à foutre. Ces gens-là n'ont absolument pas le début de la moitié d'une connaissance sur le sujet, quoi. Ça frôle l'irresponsabilité totale, hein. L'inconséquence la plus crasse, la connerie la plus forte. Avec le temps, avec ce recul-là, avec les gens qui sont morts, les gens qui sont dans des procédures, les gens qui sont inaptes à 50 ans, de travailler, rendus inaptes au travail, parce qu'ils ont été détruits par le travail, par des gens qui se sont pris pour des managers alors que c'est des trous du cul. Bienvenue dans l'univers de Terratypique, le podcast qui vous invite à explorer la Terre à travers les yeux des neuroatypiques. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce 4e épisode de Terratypique. C'est bien, on est toujours là, on tient le pavé avec Laurent. Coucou Laurent, comment tu vas? Comment vas-tu, Sandrine, dans ce podcast Terratypique numéro 4? Eh bien écoute, très bien, en vue des statistiques qui ne font que monter, des Ouais, commentaires qui ne font qu'augmenter aussi, donc c'est super. avec plein de nouveaux fans. Oui, plein de nouveaux fans. J'adore, j'adore. Continuez, continuez. Recevoir de l'amour comme ça, c'est grisant. C'est gratifiant. Super sujet aujourd'hui. Ouais, Aujourd'hui, on braque les projecteurs sur toi, Laurent, un petit peu, pas trop. un petit peu, et on va parler du burn-out chez le neuroatypique. Ouais, un sujet un peu important. Burnout en lui-même est un gros sujet. Et le burnout sur les neuroatypiques en est un particulièrement. Et on va savoir, ou en tout cas, on va essayer de tenter de dire pourquoi. À travers Carrément. mon expérience et à travers tes témoignages aussi, Sandrine, et tes questions. Après, je sais pas si je suis déjà allée jusque-là. Attends, je réfléchis un petit peu, mais je crois pas. Je crois pas parce que comme je suis tout de suite sans filtre, j'évacue le stress et la haine tout de suite. Je laisse pas ça me ronger, si tu veux. Ouais. Après, il y a les crises autistiques, mais ça, c'est encore autre chose. Sur le lieu de travail, non merci. Eh Donc, c'est oui, pour ça qu'on va se concentrer sur toi. au secours, on me dit sec. Passez sur la table, monsieur. Ouvrez grand la bouche, il dit 33. Je peux pas faire les deux. Tournez-vous, monsieur. Tournez-vous, ça va bien se Tournez-vous. passer. Penchez-vous en avant, tout va bien. Pourquoi vous mettez des gants bleus? C'est pour la vaisselle qu'il est naïf. Et voilà, il a fallu 2 minutes. Ça fait quoi, 2 minutes là? Soyons sérieux, Soyons soyons sérieux. sérieux. Ah, je voulais faire une petite aparté très vite, à savoir qu'on va parler d'un sujet qui est assez difficile. Donc si vous vous sentez pas bien, si vous commencez à avoir des palpitations, les mains moites, que vous revenez régulièrement en arrière pour réécouter ce qu'on vient de dire, arrêtez tout de suite. Arrêtez tout de suite. Protégez-vous, hein. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, ça veut dire qu'il y a un trauma est toujours là. Donc je vous déconseille de poursuivre l'écoute de ce podcast. Voilà, Message de sécurité indispensable. obligé. C'est mental. Et ceux qui veulent continuer, quand même l'écoute, mettez-vous bien, mettez-vous confort, mettez-vous dans un endroit plaisant, des odeurs plaisantes, avec peut-être quelque chose à toucher qui vous satisfait, enfin bref, mettez-vous bien. Donc on est d'accord, on ne fait pas ça aux toilettes. Parce que écouter les podcasts aux toilettes, j'en connais. Si t'es un gros sauvage, tu peux. Ouais, c'est un gros sauvage. Si rien ne te touche, rien ne t'impacte, rien ne te perturbe, bah écoute, fais donc, pas de souci. Toutes les conditions sont réunies. Mon cher Laurent, Oui. avant de rentrer dans le vif du sujet, je veux savoir comment ça va suite à ça. Eh ben, ça va, suite à Donc, ça. tu t'en es sorti. J'en suis sorti, ouais. Même si on a toujours des Des répliques. terrasses. Eh oui, c'est comme dans les tremblements de terre, j'allais dire le mot en anglais. Super, le mec, earthquake. Et du coup, on a toujours des petites secousses comme ça qui reviennent de temps en temps, comme des petites piqûres de rappel, comme des petites aiguilles qui viennent. Ah, tu te souviens de ça? Ah, attention. Ah, Ah, ce qui est plutôt pas mal, on a ouais, souvent tendance à oublier. en fait, ces Très répliques vite. servent, ces répliques servent de garde-fou. Mhm. C'est des micro-alertes qui font dire à ton cerveau, attention, là, il y a des choses qui font que ça va. On ne tombe pas dans le burn-out comme ça parce qu'on a une petite alerte et le lendemain, ça y est, ça part en cacahuète ou autre. C'est juste que ça permet juste de donner, ouais, des petits indicateurs lumineux, des grosses alertes pour le cerveau qui font que, oh là, zone dangereuse, tu te souviens de ces sensations, tu te souviens de ces mauvaises ondes, des mauvaises choses ces points noirs négatifs qui ressortent, hop là, pas. Ne retourne pas là-dedans. Donc c'est vrai qu'en fait, finalement, hein, quand t'es passé par le burn-out, t'es passé du côté un peu obscur, mais pas dans le sens, c'est toi le méchant, c'est juste côté obscur dans le sens négatif du terme, le côté dépressif, puisque c'est une dépression, hein, le burn-out, mais une dépression dans son stade le plus aggravé, puisque on brûle littéralement de l'intérieur, on se crame comme une allumette. Est-ce que tu peux nous dire où tu étais à ce moment-là? Quel travail tu faisais? Où est-ce que tu en étais dans ta vie? Tu poses le décor. Alors je pense que pour poser le décor, on va dire que c'est un ensemble de facteurs qui ont fait que j'ai basculé un peu là-dedans. C'est comme toujours en fait. On a à la fois la sphère travail, on a à la fois la sphère personnelle et un environnement tout autour qui est une plus grande sphère, on va dire sociétale, sociale,
qui fait que ça, il y a tout qui vient se percuter comme ça et s'entrechoquer et qui crée une espèce de grand chaos. On va dire que à cette période-là, c'était en 2013-2014, je travaillais pendant 23 ans dans la communication. À l'époque, je travaillais dans la communication publicitaire et visuelle. J'étais directeur artistique, je travaillais en freelance, mais je travaillais pour des agences de manière très régulière et de manière très souvent. Enfin voilà, c'était très régulier. Et on va dire que dans le monde de la communication publicitaire, communication visuelle, on a un rythme un peu particulier parfois, lié à, on va dire, un secteur qui a un peu du mal à se freiner, qui est toujours un peu dans l'accélération, qui est un peu dans ce mouvement d'accélération. On est dans un monde qui s'accélère en permanence, mais le monde de la com est particulièrement accéléré. Donc c'est tout le temps à fond, à bloc, et il y a des périodes comme ça de rush intense. On appelle ça charrette. On les charrette, on y va, on dort plus, on répond à des compétitions pour des annonceurs, on est à fond la caisse, on bosse, on compte plus ses heures. Donc il y a une espèce comme ça déjà au niveau social, le terreau de la communication, c'est un peu ça. C'est déjà quand tu rentres dans ce milieu, on sait qu'on va avoir affaire à des moments de charrette, des moments de coups de pression, des coups de ceci, que voilà, c'est monnaie courante, c'est dans la culture. Donc, comme tu l'intègres très tôt, tu te dis, bon, bah, ça fait partie du jeu. Donc les garde-fous, Bon, déjà, tu as une partie du coup de ces garde-fous que tu as posés au sol parce que on t'a dit que c'était comme ça. C'est un peu les règles. Donc, il faut suivre un peu ce délire. Ok, bon, bah, allons-y, c'est la culture qui veut ça. Alors, on y va, on s'y adapte. On essaye de s'y adapter en tout cas. On se dit, bon, ok, puis ça fait partie un peu du côté excitant. Quand t'es jeune, ça va parce que tu subis la pression d'une manière un peu différente. Ah, moi, j'avais une manière très différente de la gérer et on peut dire que j'arrivais à l'évacuer. Mais l'âge faisant, et puis les contraintes faisant, puis la famille, enfin, tout, on a un enfant, on construit, on emménage, on déménage, on a de plus en plus d'activités comme ça qui sont en dehors du travail. Et le travail est lui-même très intense, il prend énormément de place. Donc il y a tout ça qui fait que ces deux sphères prennent de plus en plus de place, et au bout d'un moment, bah, les deux sphères, elles se chevauchent. Et il y a plus de limite, quoi. Il y a plus de distance, tout est poreux. Donc cette densité fait que, à un moment donné, pour trouver ta place là-dedans, toi, t'es comme ça, t'es coincé entre les deux sphères, et puis au-dessus, t'as toute la sphère société qui est autour de toi, la machine, la méga machine humaine qui te dit, vas-y, fonce, mets tes œillères, travaille, bosse, travaille plus pour gagner plus. Enfin, toutes les injonctions comme ça qui viennent de faut gagner, faut réussir, faut ceci, faut cela, enfin, toujours dans une espèce de productivisme et de performeur, faut performer. t'es à ton compte en plus. Et quand tu es à ton compte, tu as la pression supplémentaire de dire bon bah de toute façon, j'ai pas le droit au chômage, j'ai pas de protection sociale particulière à part une prévoyance que j'ai pris ensuite, mais un peu tard. Et tout T'as ça, pas le choix. tu payes tes assurances, enfin voilà, t'as pas le choix. Tu dis, bah, de toute façon, je suis dans la méga machine, il faut que j'y aille, sinon c'est un autre qui prend ma place. Surtout à une époque où, quand moi j'étais directeur artistique, dans les années 2015-2010, il y a beaucoup de jeunes qui arrivent et qui cassaient les prix au niveau du freelance parce qu'ils arrivent, ils sortent des écoles, et ils y vont, ils s'en foutent. Donc toi, tu essayes de moduler un peu tes tarifs, peut-être de pas trop te sous-vendre, mais en même temps de pas trop te survendre parce que tu sais que le jeu, c'est un peu les chaises musicales. Dans la com, il y a un gros turnover, les agents jouent un peu avec ça parfois en disant, bon bah, attends, il y a un tel, il me le fait pour tant, qu'est-ce que tu peux, ok, je sais que t'es bon, enfin, mais fais un geste, quoi. Ça fait longtemps qu'on bosse ensemble. Enfin, tu vois, t'as tout ça s'insinue comme ça, c'est un petit Oui. poison lent. Toi, tu résistes, mais au bout d'un moment, tu résistes plus parce que de toute façon, tu as autre chose à foutre que de passer ton temps à essayer de dialoguer, à essayer de tergiverser ou de monnayer, enfin, de toujours être dans la tchatch pour discuter et de ce que tu peux proposer à moindre coût. Donc, si tu es toujours en train de peser le pour, le contre, enfin, tu t'en sors pas, au bout d'un moment, tu deviens fou. Tu es toujours en train de marchander, en fait, quasiment, tu es toujours en train de vendre ton truc, marchander, oui, non, enfin, c'est bon, ça devient ingérable. Il y en a qui le gèrent très bien, d'autres qui le gèrent moins. Enfin, moi, je fais pas partie de ceux qui gèrent le mieux, on va dire, déjà de base. Mais voilà, tout ça fait que, avec le recul, on met beaucoup de choses sur le travail, mais il faut se rendre compte que ça vient aussi du personnel parfois. Donc les deux sont trop choquants. La famille, la sphère personnelle et la sphère de travail, ça fait un peu un cocktail Molotov assez diabolique. Est-ce que, vu qu'il n'y a pas vraiment de garde-fou, est-ce que tu l'as senti venir? Est-ce que ton entourage l'a senti venir? Est-ce que quelqu'un t'a prévenu? Est-ce que tu as ressenti quelque chose? Est-ce que tu l'as vu Alors, arriver? alors pour expliquer un peu la chose, dans mon premier burn-out, parce que j'en ai eu deux, donc le plus grave, on va dire, celui qui m'a servi de base pour le suivant, en 2014, ça a commencé, on va dire que j'étais sur la fin de mon cycle. Je l'analyse comme ça maintenant, hein, a posteriori avec le recul, mais sur le moment, tu te rends pas compte parce que sur le moment, en fait, tu es avec des œillères. Et tu es comme un robot, une machine, où tu vois, tu performes comme un fou, et tu es bon dans ce que tu fais. Et on sait et comme tu es bon, on t'en donne 10 fois plus.
Et toi, tu t'es grisé par ça, parce qu'il y a du coup, c'est comme t'es neuroatypique, C'est vicieux. c'est très vicieux, parce que ta charge mentale est supérieure à la moyenne, pour gérer énormément d'informations et de travail et tout ça, mais en même temps, pas tant que ça. En tout cas, c'est un leurre, c'est un Ouais. faux ami. C'est un faux ami. Bah, je Et ton comprends, ouais. cerveau est un faux ami, hein. Pour parler avec tes médecins psychiatres, ils te le disent, hein. Ton cerveau est ton pire ennemi. C'est celui qui te leurre, te fragilise parce qu'il te met dans des positions, des fois de confort, mais il devrait pas te garder dans cette position parce qu'au contraire, il t'enfonce. Il te brosse un portrait plus beau que ce qu'il n'est dans la réalité. Enfin, il essaye toujours de protéger au maximum pour éviter justement que ta santé mentale parte en cacahuète. Et plus ça va, et plus ce rapport de force avec ton propre mental devient compliqué à gérer. Donc là, on va dire que on charge la mule. On m'a chargé. Et moi, j'étais super performant. J'étais un des meilleurs. On va dire que je bossais comme un ouf. Tout ce que je faisais, ça cartonnait. À un moment donné, tu te dis, bon, bah, tout le monde te dit, oh, c'est super. Et au bout d'un moment, tu as ton niveau de reconnaissance qui plafonne et qui est plus à la hauteur de ce que tu proposes et ce que tu fais. Tu te dis, au bout d'un moment, tiens, je suis super bon. On me sollicite beaucoup. Ça plaît et tout ça. Au bout d'un moment, il n'y a pas beaucoup de merci, pas beaucoup de reconnaissance particulière. Finalement, c'est dû. Ils sont habitués, les gens. Ouais. Voilà, on t'utilise comme une machine et finalement, ça n'a pas plus d'intérêt que ça. C'est-à-dire que tu n'as pas plus d'intérêt pour les autres que ça, finalement. Enfin, toi, tu te dis ça, en tout cas. Tu te dis, bah, finalement, on m'utilise comme un outil et puis, humain ou pas, ça pourrait être autre chose. Une machine, un ordi, ça serait pareil, quoi. Ok. Mais toi, tu le vois pas, t'as les œillères, tu fonces, t'es comme un fou, un cheval qu'on a mis dans un rail, et t'as tes œillères, comme ça, tu cours comme un dératé jusqu'à la ligne d'arrivée qui n'est jamais là, et plus tu cours, et plus elle recule. Et ça, ces œillères, tu vois pas. Et t'as les premières alertes. Les premières alertes, c'est que tu commences à être moins performant au travail, moins gérer le stress, tu gères moins les petites choses de ce qui te paraissait plus, que tu faisais en 5 minutes avant, tu mets 10 minutes, un quart d'heure, 1 heure. Tu dis, merde, je suis moins performant qu'avant. Ça va se voir. Donc, tu remets un coup de fouet. Tu mets une pièce dans la machine. Et puis, tu sens que ça remarche. Puis, ça remarche moins bien. Et puis, tu remets une pièce dans la machine. Mais et plus tu le fais, et plus ce temps où tu as cet état de grâce est long. Il se réduit comme neige au soleil. Et là, au bout d'un moment, ça commence à partir un peu en sucette. Tu commences à plus gérer. L'immensité du travail qu'on t'a donné, elle devient ingérable. Et les gens n'ont pas encore conscience qu'il y a un souci. Parce que toi, tu fais tout comme il faut pour le masquer. Et le problème, c'est que toi, les dossiers s'accumulent, les retards s'accumulent, les projets s'accumulent. Enfin, tu commences à et ta vie personnelle aussi par-dessus ça. La sphère personnelle prend le dessus. Ta femme te voit différent. Elle te voit changer. Elle te voit plus colérique, plus fatigué, plus stressé, moins patient, alors que c'était pas le cas avant. Elle te voit changer, elle te reconnaît plus quasiment. Et toi, tu dis non, enfin machin, tu te défends, mais donc tu remets aussi de ce côté-là une pièce dans la machine. Et ça marche un temps. Pareil, dans la sphère personnelle, ce temps-là se réduit comme neige au soleil. Donc dans les deux sphères, ça déconne, ça se réduit, la pression se fait de plus en plus grande, et les deux, tu les gères de moins en moins bien. Et donc là, ton corps te dit, bah merde, il te dit, va te faire foutre. Il te dit zut, il te dit, tu hurles au visage, mais arrête, 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 et toi, tu dors plus. Moi, pour te dire, en 2014, dans les dernières, avant que j'explose en vol, vraiment, et on en parlera après, je dormais 5 heures par semaine. 5, 6, ouais, 7 heures par semaine, on va dire. Je faisais peut-être, 4 nuits blanches dans la semaine. Ah Et ouais. puis avec ça, je dormais quasiment pas, quoi. Je tournais, je faisais un cycle. Je me dis, putain, c'est pas grave. C'est vrai qu'il y a des périodes où je le gérais très bien de faire des nuits blanches. Mais quand tu cumules le fatigue plus d'autres nuits blanches parce que tu essaies de rattraper ton retard qui s'est accumulé, Plus ta journée, plus la famille, tu plus te les redonnes enfants. des pièces dans la machine en disant, putain, je vais pas, bon, c'est pas grave, je ferai ça vers minuit. Ou je ferai ça vers 3 heures. Donc ton planning devient une espèce de, tu essaies de rallonger le temps qui n'existe pas. Moi, j'ai toujours considéré que le temps était mon allié. Et là, tout d'un coup, ça devient mon ennemi. J'arrive plus à gérer ce temps. Et tout d'un coup, ça devient ingérable. Ingérable. Là, tu sens que bon, après, tu as des alertes physiques qui font que tu sens que la fatigue s'accumulant, bah, tes erreurs, ton taux d'erreur augmente, ton taux de retour négatif augmente, ta sphère personnelle commence à se déglinguer parce que ta femme te reconnaît plus, tes enfants, bon, bah, limite, ils ont peur de toi. Quelqu'un t'a prévenu? Là, Euh, tu étais en train de partir complètement en vrille? à part ma famille, personne. Personne. Et toi, tu t'écoutes pas parce que tu te dis, je vais trouver une solution. Moi, je prenais des vitamines, je prenais des tas de trucs, je prenais des traitements. Je suis pas tombé dans la drogue, hein, et j'en connais qui sont tombés dans la drogue, mais je sais parce que c'est pas mon délire et que je suis pas perméable à ça, ça m'attire pas du tout. Ça m'intéresse, ça m'a jamais intéressé. Mais j'avais mes drogues à moi, donc voilà, je me mettais mes vitamines, mes plantes, mes machins, je me mettais à lire des trucs qui m'intéressaient, donc j'essayais de faire ce que je savais faire pour relancer mon cerveau, ma machine, quoi. De rappuyer sur le bouton, le moteur et la pompe, et j'aurais essayé de ramorcer le truc. Comme avant, quoi, pour me retrouver
ce que je savais faire. Et en fait, je n'y arrivais pas, c'était impossible. Et plus tu vois ça, tu te dis, mais qu'est-ce que je vais faire? J'ai la maison, des crédits, des machins. Je gagne pas d'argent. Si les gens me voient comme je suis, ils vont plus vouloir bosser avec moi. Enfin, ça devient un enfer à gérer au quotidien parce que tu mens à tout le monde. Tu dis, oui, je vous rends ça pour après. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. À ta famille, pareil. Donc, ça devient compliqué à gérer. Et puis après, arrive le moment où soit tu pars dans un sens, soit tu pars dans un autre. On va dire que ce qui m'a sauvé, c'est que j'ai explosé en vol, quoi. Est-ce qu'il y a eu un basculement? Est-ce que c'est venu progressivement quand tu as explosé en vol? Est-ce que c'est venu progressivement ou alors il y a eu un jour où il y a eu un déclic et là, bah, ça y est. C'est un jour. C'est un jour très précis. C'est que je devais partir, je crois, en rendez-vous. J'avais mon client qui m'attendait. Enfin, j'avais plusieurs, parce que comme je gérais plus mon planning, les trucs se chevauchaient un peu au niveau des délais, au niveau des horaires, au niveau des agences avec qui je travaillais où je devais aller, et à la fois rester en freelance, travailler de chez moi et à partir en agence sur place travailler, où j'étais directeur artistique payé à plein temps pour bosser sur des campagnes et tout. Et donc, si tu veux, mon emploi du temps se chevauchait un peu de tous les côtés. Et là, je me suis mis dans un état, j'ai hurlé comme un porc, qu'on égorgeait. Mais en fait, non, c'était Oh plutôt mon comme Dieu. hurler comme un Urukai devant le gouffre d'Elm. Le cri de guerre massif, bah tu vois, c'est ça, j'ai fait le rocaille ce jour-là. J'ai pris ma maison pour le gouffre d'Elm et je l'ai attaqué. Il y avait mes enfants et ma femme. C'était un week-end, parce que je bossais les week-ends forcément. Et je savais que le lundi, je pouvais pas repartir parce que c'était l'enfer. C'était le dimanche, je crois que c'était un dimanche. Je savais que le lendemain, c'est pour ça que j'ai explosé en vol. Je savais que le lendemain, vu que j'avais pas géré dans le week-end, tout mon retard pris dans la semaine et dans les semaines d'avant. Le lundi recommençait, je repartais en rendez-vous, en machin, en truc, en mission. Je savais que j'allais pas au bout de mes missions parce que tout ce que j'avais, mon retard était tel que le lendemain, c'était mort. J'arrivais avec zéro. Donc là, j'ai explosé, quoi. J'ai cassé, j'ai j'ai fait un peu Le rangement dans la maison. de rangement dans la maison un peu de manière brutale. Donc cette partie-là, je m'en souviens maintenant, mais pendant très longtemps, je m'en suis plus souvenu. Maintenant, je m'en souviens. Mais pendant des années, là, je ne m'en suis plus souvenu de ce passage-là. Et c'est ma femme qui me l'a raconté. Et du coup, après, j'ai recollé les morceaux, mais pendant très longtemps, j'étais dans le déni. Mais parce que ton cerveau se met en switch off en disant protection maximale, santé mentale maximum, bouclier, on met toutes les protections possibles et on ferme les écoutilles, quoi. Et là, ça va préserver ce qui reste de cerveau. J'ai tout cassé, j'ai fait fuir ma famille de la maison tellement j'étais en colère et furieux. Furieux parce que j'étais frustré de ne pas avoir réussi, alors que d'habitude je réussissais, de ne pas avoir répondu et de ne pas avoir fait reculer en fait les choses et ne pas avoir parlé. Donc furieux contre moi parce que j'ai pas dit non, j'ai pas su dire non en disant stop, parce qu'on se voit plus fort que ce qu'on est et qu'on se dit bah tiens, j'étais performant donc j'accepte tout, allons-y. Hein. Sauf qu'à un moment donné t'as une limite. Hein. Donc c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le lac, le truc qui a fait déborder tu vois, t'as le barrage, il a cédé et la vallée s'est noyée. Donc ouais, là ça a été une période assez enfin, à posteriori parce que le moment que je m'en souvenais pas, c'était pas grave, mais après avec le recul, c'est vrai que j'ai fait peur à mes enfants. Ma femme est partie chercher le voisin qui est venu me calmer, enfin me parler pour essayer de me calmer. Mais moi, pendant des heures et des jours, j'ai pu voir personne. Sinon, je hurlais, je sautais sur les gens en les maltraitant, pas physiquement, mais moralement. Tu vois, je les engueulais, des insanités, je hurlais des gros mots. Enfin, c'était allez tous vous faire foutre quoi. C'était en gros, je congédiais le monde. Je conchis l'humanité. Barrez-vous tous. Barrez-vous, pour de mime. Cerise sur le gâteau, est-ce que tu savais que tu étais neuroatypique? Non, à cette époque-là, je ne le savais pas du tout. Non, là, c'était une période de non-reconnaissance de quoi que ce soit. J'étais dans le vide absolu. J'avais eu des lumières au tunnel. Si vous avez suivi le podcast numéro 3, vous avez peut-être l'info. Mais après, bon, la vie continue et puis moi, je m'en suis pas super préoccupé. C'était pas mon intérêt. Et puis, au bout d'un moment, c'est bon, quoi. J'ai autre chose à faire. Enfin, j'avais autre chose à faire à cette époque-là. Enfin, je me disais ça, en tout cas. J'occupais mon esprit. Donc, non, le fait est, c'est que quand t'as pas cette donnée-là, ben, ça te donne pas encore certaines clés de réponse. Elles viendront plus tard, sur un deuxième rendez-vous. À cette époque-là, c'était catastrophique. Donc j'ai été arrêté. Mon médecin généraliste à l'époque m'a dit vous faites un burn-out. Moi je dis quoi, c'est quoi ça? J'en avais jamais. Enfin j'en avais entendu parler, mais une oreille très distante. Quand on n'est pas dans le truc, on n'y connaît rien. Ok, très bien. Moi ça me tombe dessus comme une espèce de ah bon? Pourquoi? Donc là elle m'a conseillé d'aller voir un médecin psychiatre qui était pas très loin de chez moi.
On a commencé les séances. J'ai pris des antidépresseurs de manière légère au départ, surtout des somnifères parce que je ne dormais plus. Léger, enfin plutôt lourd au début, puis après léger. Enfin pour essayer de calmer notre partie hippocampe sur le cerveau, d'essayer d'atténuer toutes ces tensions cérébrales pour essayer de calmer la machine, quoi, de faire redescendre les niveaux, faire redescendre tout ça, tout ça, tout ça. Et puis après, j'étais arrêté de manière, on s'était renvoyé. J'étais arrêté 2 mois, puis 2 mois, puis de mois en mois comme ça. D'accord. J'étais On te surveillé prolongeait, quoi. au fil de l'eau, comme ça. C'était pas un arrêt brutal, genre vous êtes arrêté, c'est terminé pendant 12 mois, 16 ans, ou peu importe. C'est tant de mois et ça se suit. J'avais des rendez-vous réguliers pour faire le point sur ma situation. Je suis parti en vacances avec ma famille, comme d'habitude, à cette époque-là, en Savoie. Comment ça se passait? J'étais out. Je ne conduisais pas. Je ne faisais aucune activité particulière à part aller au lac d'Annecy, se baigner, c'est de m'occuper de 3 choses. Mais dès qu'il y avait un truc à faire, je me noyais. Ouais, t'étais dans le rouge tout de suite, quoi. Ouais, il y avait, tu sais, le niveau était tellement haut que dès qu'il y avait un truc qui demandait un peu de concentration, où il fallait que je fasse un truc, bon, j'étais comme une loque. J'étais complètement HS, quoi. Je fatiguais, mais comme si j'avais fait 45 pompes, 15 bornes de marathon et de vélo. Enfin, c'était n'importe quoi. T'as pas mis des choses en place pour toi? Le médecin psychiatre que j'avais vu était quelqu'un qui était en mode plutôt cool par rapport à ça. Peut-être trop cool d'ailleurs. Avec le recul, peut-être trop cool. En mode, c'est un peu le type en mode bouddhiste, quoi. Un truc plutôt léger. Moi, ça me parlait parce que je connais bien le bouddhisme. Enfin, bon, c'est des choses qui résonnent. Donc, tu vois, il y avait une espèce de correspondance comme ça. Mais peut-être que ça a masqué d'autres choses aussi. Donc, c'était peut-être pas forcément la bonne solution à ce moment-là. Mais je le saurai après. Et on va dire que ça a été géré de manière assez soft. Il était pas partisan de me mettre des tas de médicaments forts. Il voulait de la méthode douce. Il voulait C'est pas mal aussi. et plutôt fonctionner sur le long terme, tu vois, pas sur le court terme, D'accord. du long terme, dire on doit faire. Donc ça a plutôt bien marché. Et bon, normalement, finalement, ça va durer plus d'un an et demi, sans travailler. Et D'accord. quand on est indépendant, alors j'avais eu la bonne idée à l'époque de contracter quelques assurances, mais un peu tard, donc du coup ça n'a pas fonctionné de manière significative. On va dire que ça n'a pas suffi à combler le manque de rentrée d'argent. Donc j'avais des factures qui étaient en cours, qui ont été payées, mais les mois passant, c'est forcément tout ça fond comme neige au soleil. C'est toujours pareil, il y a toujours de la neige et du soleil. Winter is coming. Du coup, cette tension, ce niveau d'insécurité fait que tu n'es pas complètement serein dans ton parcours. C'est pas serein. Même dans ton mal, tu peux pas être mal autant que tu veux être Voilà. mal, parce qu'il y a quand même la réalité qui est là, et tu as une Ouais, il y a famille, la réalité tu qui est des là. factures, et hein. Donc moi j'avais une prévoyance, heureusement, j'avais contracté qui me coûtait la peau des fesses. Quand tu es indépendant, j'avais fait ce choix-là et j'ai compris à ce moment-là pourquoi j'avais fait ce choix-là. À l'époque, tu payes énormément pour avoir une prévoyance parce que c'est ta seule solution quand tu es indépendant. Sinon t'as pas d'aide, t'as aucune aide de rien, hein. Pas de chômage, t'as rien, t'as pas d'aide de quoi que ce soit. Donc quand tu es indépendant en France, t'es vraiment livré à toi-même. Maintenant il y a des choses qui commencent à se faire avec des associations c'est encore très balbutiant et puis c'est pas efficace. Donc si tu veux, ça m'a aidé. La prévoyance te prend en charge, ton manque de chiffre d'affaires, on s'en est sorti comme ça. On va dire qu'on s'en est sorti. Ça a permis de décharger le stress mental à ce niveau-là, au niveau financier, l'assise financière, en se disant, bon, la sécurité fait que. Mais il faut savoir que nous, à l'époque, quand j'étais au plus mal, avant d'exploser en vol, tous les soirs, quand je rentrais du client, des agences dans lesquelles j'allais travailler, j'imaginais que j'allais me mettre en l'air, quoi. J'allais me suicider dans ma voiture. Parce que j'avais une assurance vie, je m'étais dit, bon, l'assurance vie, elle prend pas en compte le suicide, parce que il faut que ce soit, faut qu'il y ait des conditions spécifiques pour que l'assurance vie aille à tes proches. Donc, il y avait dans mon assurance vie, il y avait des critères qui ne correspondaient pas à ça. Donc, je m'étais dit, bah, si ça passe pour un accident de bagnole, ça peut le faire. Et ma famille sera à l'abri. Donc, tous les soirs, ces idées mortifères ronronnaient dans ma tête. Et quand je prenais ma route, qui était très sinueuse, on va dire, pour rentrer chez moi, j'habitais à la campagne, bah, j'avais plein d'occasions de me foutre en l'air. Et j'étais là, bon, allez, demain, peut-être que là, ce virage-là, je vais pas le prendre comme il faut, je vais me faire un petit saut, là, ça va être épique. Bon, le fait est, c'est que je ne l'ai pas fait. Le fait est que je ne l'ai pas fait, mais j'ai eu cette sensation mortifère tous les jours pendant les derniers mois avant d'exploser. Et le médecin psychiatre m'a dit, bah, le fait que vous ayez explosé finalement, cette colère cette rage qui vous a submergé, qui vous a fait dire non et vous envoyer tout bouler, finalement, c'est votre fusible. C'est votre truc de sécurité maximale qui a sauté, votre fusible a sauté et ça vous avait permis d'évacuer comme un volcan, d'évacuer la pression, d'évacuer la surcharge, d'évacuer toute cette tension. D'un coup, comme ça, c'est parti comme une bouteille de champagne qu'on ouvre. Donc le bouchon a sauté et et il me dit, c'est probablement ce qui vous a sauvé, c'est ça qui vous a empêché de passer à l'acte trop tôt, trop tard aussi, pas trop tôt ou trop tard, mais en tout cas de le faire avant et de le faire après, c'est qu'il y a eu ce dégazage de pression qui fait que, voilà, vous avez fait baisser votre niveau de tension d'un coup, même si c'était pas réglé, mais sur l'instant T, ça vous a aidé. Je tiens à préciser qu'il n'y a pas
que d'un côté les bonnes émotions et de l'autre côté les autres. Vous pouvez avoir une bonne colère comme une mauvaise colère, une bonne joie comme une mauvaise joie, une bonne peur comme une mauvaise peur. Par exemple, une bonne peur, c'est ce qui va vous permettre de faire attention à ce que vous faites. Donc quand on explose comme ça, c'est plutôt salutaire. Mhm. C'est ce qui te permet justement de ne pas passer à l'acte. Et c'est pour ça que je te posais la question tout à l'heure si tu savais que tu étais neuroatypique, parce que la particularité des neuroatypiques quand ils sont en burn-out ou qu'ils sont vraiment très très mal, c'est qu'ils ont cette capacité à élaborer des plans de je me fous en l'air. C'est très précis, c'est très bien calculé, Ah oui, parce que moi j'ai tout est étudié très bien réfléchi en fait. les papiers, les machins pour voir Ah qui oui, ne rentrait pas dans les cases. Enfin, c'était machiavélique. Limite, tu deviens machiavélique avec ta propre vie. c'est ça. Et d'un cynisme. C'est morbide, en fait. Tu deviens cynique sur toi-même. Tu te dis, mais bon, en faisant ça, bon, ça passera pour un accident, ça peut être ça, ça peut être ci. Tu échafaudes plein de plans magnifiques, mais mortels. Et c'est atroce. C'est Halloween avant l'heure, quoi. Ton cerveau devient ton ennemi. Et là, ton cerveau devient ton ennemi parce que c'est une fuite en avant comme ça. Et puis des fois, il te ramène à la réalité en disant non, mais tu peux encore peut-être encore mettre des... Allez, remets des sous dans la machine. Je pense que tu peux encore jouer. Comme un mec au casino, hein, finalement. Tu sais que tu peux sortir le triple 7, mais avant d'y arriver, t'as combien de pièces, quoi? Tu perds combien avant Là, tu avant de perds combien gagner? avant? Et là, le problème, c'est que je perdais. Et le triple 7 arrivait jamais. C'est trop tard. Le triple 7, il était passé depuis longtemps. Et là, je voulais en avoir un nouveau. Mais les chances d'en avoir un deuxième dans un laps de temps court, c'est compliqué, quoi. Donc ça t'a duré 1 an et demi cette période, c'est ça? Bah, on va dire qu'entre la navigation, entre le médecin, le fait de pas pouvoir retravailler parce que je ne me voyais pas retravailler, j'avais aucune envie de Oui. retravailler. J'étais complètement, l'ordinateur me sortait par les yeux, mon travail me sortait par les yeux. Voir une image me sortait par les yeux, entendre parler d'une communication me faisait, j'avais Ouais. envie de prendre une hache et de tailler dans le truc. Et je trouvais ça d'une futilité sans nom. Enfin bon, c'était loin de moi ça. J'avais envie de me reconcentrer, de me recentrer sur mon cocon familial, que je sentais avoir explosé, mais que je ne voyais pas de cette manière-là à l'époque, puisque je te dis, j'avais oublié cette phase-là. Je sais que j'ai explosé, mais je sais pas, j'avais pas tous les détails. J'avais pas le traumatisme de mes enfants, de ma femme. Tous ces trucs-là étaient invisibles à mes yeux à ce moment-là. Ils ont été suivis, eux, suite à ça? Et non, c'est ça le problème. C'est ça le problème, je pense. C'est peut-être une de nos erreurs. Et puis ma femme, ça l'a impacté très fortement, parce qu'elle m'a vu autrement. J'ai changé pour elle complètement. J'étais plus le même Laurent Joudon qu'elle a connu, avec qui elle s'est mariée, avec qui elle a fait des enfants, avec qui elle a fondé une famille, avec qui elle a voulu construire une maison. Des tas de trucs se projetaient. Tout d'un coup, j'étais plus cette personne-là. J'avais cassé le moule, c'était un imposteur. Sortez de ma maison. Ce n'est plus vous. Je ne vous connais pas. Qui êtes-vous? Donc tout ça fait que plus ton cerveau reprend le chemin normal de son activité, on va dire, plus le temps passe, plus tu te rends compte de ces petites choses-là, et tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là? Et tu culpabilises de ça. Parce qu'après, tu as la culpabilité de ça. Tu te dis, merde, Mm. j'ai fait du mal à mes enfants, à ma femme. J'ai changé. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui fait que... Et à ce moment-là, ma femme ne savait pas réagir. Donc, elle a eu un réflexe un peu malheureux. Vers la fin de mon traitement, ou vers les derniers, la première année, on va dire, elle me mettait en garde très souvent. Elle était trop insistante, si tu veux, sur le côté. Elle me mettait un peu plus de pression, en disant, ouais, il faut que tu reprennes ceci, il faut que tu refasses ça, il faut que tu reprennes le machin. Enfin, elle Il était faut angoissée. Elle était angoissée que que je redevienne pas comme j'étais. Donc, elle me remettait un peu de pression. Et moi, je supportais pas la pression. Je supportais plus la pression. Je ne savais plus la gérer, en fait, la pression. Mm. Donc ça me faisait culpabiliser, me refaisait... Et c'était pas de sa faute, c'était elle qui juste, elle voulait me remettre un petit aiguillon en me disant, bah vas-y, tu as peut-être encore des choses à régler, mais vas-y, reprends un peu le chemin du travail ou d'une activité ou quelque chose, quoi. Refais quelque chose, quoi. Parce que moi j'étais off, hein. Mm. J'étais off, hein. C'est-à-dire que je dessinais plus, je ne faisais plus rien, j'étais caca. Tu restais à la maison Procrastiner. à procrastiner. Ouais, procrastiner. Et puis, non, mais dès que j'avais une charge supplémentaire, une charge mentale supplémentaire, je me noyais dans un verre d'eau. Je me noyais dans un verre d'eau, dans une flaque. Un millimètre, je ne pouvais pas passer par-dessus. Il fallait un radeau. Donc, qu'est-ce qui a fait que? Est-ce que c'est venu pareil progressivement ou un jour tu t'es levé, il y a eu un déclic? Tu t'es dit, ah, Non, pas de tiens, déclic. c'est fini. Il y a pas de déclic. Il n'y a pas de déclic? Non, il n'y a pas de déclic. Je parle pour moi, hein, Mhm. mais je pense que dans beaucoup de cas, il n'y a pas de déclic. C'est pas aussi rapide que ça. Ça peut l'être, en fait, quand ça l'est, on ne voit pas toutes les étapes d'avant qui ont permis ce déclic. Donc de toute façon, ça s'est fait avant. Le déclic, il s'est construit avant, il s'est pas construit là, tout d'un coup, on te lève le matin et ça y est, c'est réglé. Donc on va dire que moi, je suis plutôt lucide par rapport à ça. Non, c'était très long. Ça a été très long de se remettre en marche petit à petit. Donc j'ai recommencé à travailler en freelance avec mes anciens clients, mais ça marchait plus comme avant. J'avais plus j'avais plus la foi. Donc j'ai cherché un peu plus de sécurité dans ça. J'ai cherché un peu plus de sécurité. Donc je suis tombé sur une agence qui était intéressante pour moi, avec qui j'avais travaillé un petit peu, mais j'avais entendu parler, puis ils faisaient un travail
plus intéressant que ce que je faisais d'habitude, donc plus différent de ce que je faisais avant, qui était devenu pour moi très redondant. Et parce que j'ai beaucoup travaillé dans ce qui est santé, et notamment santé animale, donc avec des grands labos et tout, je connaissais le sujet de fond en comble, donc j'en avais un peu ras le. Et donc là, ça me permettait de sortir de ma sphère, de cette sphère-là que j'avais travaillé pendant plusieurs années. Et je me dis, bon, c'est cool, c'est peut-être un nouveau départ, un nouveau challenge qui va me permettre de retrouver un peu de sensation, un peu de gris, de retrouver du côté grisant. Allez, c'est peut-être le moment de rejouer, de réapprocher de cette machine. J'ai été interdit de casino pendant plus d'1 an. Et je suis sevré là, c'est bon. Il n'y a plus de gardien à l'entrée. Je peux remettre un. Je peux passer, je suis pas contrôlé, c'est bon. Mettre une petite pièce, on va voir. C'est une pièce, c'est peut-être un triple 7 ou une triple cerise, je sais plus. Un petit fruit, c'est bon pour la santé. Et du coup, ouais, j'ai recommencé comme ça petit à petit à retrouver un rythme régulier, avec un client régulier, avec des gens régulièrement, en équipe, retrouver ce rythme parce que c'est vrai que tu peux plus voir personne. Hein. L'équipe pour toi, ça n'existe plus. Ton équipe, c'est le médecin, le généraliste, le psychiatre, ta femme et tes Ah, enfants. t'as C'est ça changé l'équipe. d'équipe. Ah, mon équipe, elle est réduite. Puis elle est très centrée, soit soins, soit famille, mais pas. T'avais pas trouvé d'association à l'époque qui aurait pu Non, allez, alors à cette aider? époque-là, non, c'est le problème que j'ai eu aussi, c'est pas de trouver de lieu où on pouvait rencontrer d'autres personnes comme moi en burn-out ou autre ou machin. Ce que j'ai eu ensuite. Ça a été le début de la deuxième erreur. Hmm. C'est-à-dire que oui, le temps a fait que les médicaments, les soins avec le médecin, d'en parler, d'extérioriser ce que je ne voulais plus faire, de ce que je voulais faire, ce que je ne voulais plus faire, ce que j'avais envie, de me refaire des plans sur la comète, sur ce que j'aurais pu faire avant d'être dans le métier de la com, de me dire je vais peut-être repartir là-dedans, un peu de me bercer d'illusions, mine de rien, de flatter mon ego et de calmer mon cerveau. Je pense que c'est ça avec le recul, clairement. C'est de remettre de la sécurité là où il n'y en avait plus et de lui dire c'est des leurs, je ne le sais pas encore. Tu joues un peu au con avec ton cerveau des fois, et avec les autres, avec ton médecin. Parce que quand t'es neuroatypique, je sais pas si tous les neuroatypiques sont comme ça, mais quand t'es neuroatypique, tu joues avec ton psy. Oh, écoute, moi j'ai eu 7 psys et 7 psychiatres. Je pense qu'ils se souviennent encore de moi. Ouais, mais moi je le savais pas. Je savais pas que j'étais neuroatypique. Moi non plus. Et je savais pas que ceci. Mais avec le recul, je me dis, je joue quand même un peu avec les psys. Et je joue quand même un peu, mais pas dans le sens, je simule quelque chose, c'est Mhm. juste que je dialogue avec eux et l'échange devient un peu bizarre. Je sais il y a quelque chose que je peux pervertir et que je pervertis finalement. Mhm. Parce que tout d'un coup, je me dis, tiens, je peux rentrer dans le casino, je sens qu'il y a une ouverture, allez, je vais flatter mon médecin, je pense qu'il va dire, allez, c'est bon, je pense que vous êtes bon pour le service. Et en fait, c'est trop tôt. C'est trop tôt. Je pense, c'est ce qui m'a perdu. Mais bon, je le savais pas. Là, je me sentais mieux. Quasiment 1 an et demi ont passé. Il est temps de remettre la machine en route. En plus, l'assurance commence à râler, la prévoyance, enfin, ça, tout le système a des limites au bout d'un moment. Ils disent, bon, vous êtes gentil, mais ok, vous avez payé, mais enfin, on va pas vous payer à rien foutre pendant trop longtemps non plus. Allons-y. Allez, on pousse gentiment aussi à remettre un sou un sou dans la machine. Il faut le dire aussi. Mais bon, on va dire que là, c'est plus moi qui ai fait parce que ce serait mentir de dire c'est le système. C'est facile. Le système fait partie du problème, certes, sur le fait d'accélérer, d'être toujours dans le productivisme, cette espèce de folie de performer, travailler toujours en plus, pour gagner plus. Mais bon, mine de rien, c'est un peu beaucoup de vous le problème. Et j'en mets des pièces dans la machine, tout se passe bien, et puis je reprends un peu mon rythme, je redeviens un peu le Le héros de mec, ma vie, le mec cool, le mec cool, qui rigole, patient, sympa, patient, rigolo. qui bosse bien, putain, je retrouve des sensations, même plus qu'avant. Je cartonne, je fais super trucs, on m'apprécie dans mon travail, on me refait revenir parce que on voit que j'apporte quelque chose. Et puis, étant ce que je suis, et je ne le savais pas à l'époque, j'arrive rapidement à tisser des liens et à montrer mon savoir-faire. Et de manière, je construis en fait ma stratégie sans le savoir, où je marque mon territoire de manière intéressante. Parce que tout d'un coup, je suscite l'intérêt. Je sais susciter l'intérêt au bout d'un moment. Tu me mets dans un milieu, j'arrive à susciter l'intérêt au bout de quelques temps. Il me faut du temps. Mais D'accord. mon temps, c'est ce que je disais au début, le temps est mon allié. Et j'arrive à ressusciter l'intérêt. Donc, il bosse bien, il fait ça bien. Punaise, c'est quoi? On n'a jamais bossé avec lui, mais comment ça se fait? C'est une folie. Et tu vois, je commence à planter ma graine, et mes graines un peu partout, ça pousse de partout. Et on se dit, mince, mine de rien, ce mec, il bosse super bien, il travaille bien, il est fort. On n'a jamais bossé avec quelqu'un comme ça. Enfin, il a des connaissances de fou. Oui. Enfin, ça, tu vois? Et Mhm. les gens reprennent un peu ce goût, Du je redonne casino. le goût aux autres et je redonne le goût à mon propre ego et tout le monde s'est content dans l'histoire en se disant super, on va se régaler là, ça va être trop bien. Et ça marche comme ça pendant un temps. Et quelques années plus tard, on va dire que je suis embarqué, je veux pas trop rentrer dans les détails de ça, de cette période-là, parce qu'il y a encore des encours. Il y a encore des encours même maintenant, alors que c'était en 2018, 2017-2018, la fin.
la nouvelle étape. Là, on est en 2016, je crois, ouais, 2016. Ouais, tu vois, 2014-2016, ouais, quasiment Mmh. 2 ans. Mais j'avais déjà repris avant ça. J'avais repris, ouais, c'était un an et demi, un an et demi, bien, un an et, et genre 7 mois, 8 mois, tu vois, donc bien gras. Et j'avais repris petit à petit. Puis là, régulièrement, je rebosse. On va dire depuis 2016, je rebosse, voilà, tous les jours. Je rentre dans une routine et je repars au combat. Et vas-y que je te remette des sous dans la machine. En veux-tu, en voilà. Et je performe de ouf. À tel point qu'on me propose le poste à devenir, à m'engager pour devenir responsable de la création du studio dans cette agence, qui a un pied à la fois à Paris et un pied à la fois là-haut dans ma région. Et on bosse sur des gros projets, des gros trucs, donc c'est hyper grisant. Puis tu sens que ça marche bien, quoi. T'as de la reconnaissance par rapport à ça, tu sens que ça peut. Toi, après un an et quelques bananes, Ouais, et on va dire que ça a été de néant absolu. ouais, tu te dis, ouais, là, c'est bon, là. Ok, pour la première fois de ma vie, j'accepte un boulot salarié. Parce que je vois le côté sécurité, je vois le côté challenge, je vois le côté, je vais manager une équipe, je me dis, c'est du nouveau truc, c'est du nouveau territoire, même si je le faisais un peu avant. Mais c'était là, c'est vrai, c'est concret, il y a quelque chose de, ah bah, ils me veulent moi, tu vois, c'est très flatteur pour ton ego. Donc, ton cerveau est en train de te faire une petite histoire sympathique en disant, comme il t'aime bien. Et là, tu te sens titillé. Oh, c'est super, ils te brossent dans le sens du poil en plus, ils sont trop forts. Et toi, t'acceptes. T'es dans l'acceptation à ce moment-là. T'es dans les servitudes volontaires. Tu te dis, ouais, yes, je signe où? Et c'est reparti. Et là, on va dire que le management, quand tu es extérieur freelance, un secteur d'activité comme la communication visuelle et la publicité, tu vois les tensions. Tu vois le harcèlement moral parfois, le harcèlement sexuel beaucoup, enfin beaucoup, parfois aussi. Tu vois tout ça, tu as un œil critique dessus, tu interagis, tu dis non, fais pas ça à cette personne. Tu arrives à être critique par rapport à ça et même interagir et à dire non. Mais pas tout le temps et pas tout le temps parce que t'as un pied dedans, un pied dehors. Il y a une espèce de confort à être freelance. J'ai toujours aimé être freelance, finalement, indépendant. Pas avoir de patron, ça m'a plu. À cette époque-là, je le savais. Oui, je le savais, mais pas à ce point-là. Et l'histoire va me crier, hurler à la gueule. Oui, c'est ça qu'il faut, c'est ne sois indépendant. Freelance. C'est bien quand t'as pas de patron. Et des hiérarchies. Enfin, si, tu peux en avoir une, mais il faut que ce soit transversal, pas horizontal, pas vertical, de manière en silo, là, à la française, comme on aime bien, qui marche bien avec les neuroatypiques. Parfait. Ça, c'est le cadre parfait. Fais ça, fais ci, fais. Oh là, petit chef. Et là, je me voyais rentrer dans un costume qui ne m'allait pas. J'ai dit, bon, je vais prendre le pli, je vais y arriver, je suis assez intelligent pour ça. Je sens que je vais rentrer dans un moule, même si j'aime pas rentrer dans les moules, mais enfin bon, je pense que je peux faire un peu ma place, puis je vais essayer peut-être m'amener mes codes à moi. Sauf que moi, j'essaie d'être moi Mmh. dans un truc qui n'était pas fait pour moi. Et en fait, tout ça se mélange. Donc, tu incrimines l'employeur dans un premier temps parce que le management te convient pas. Enfin, le management, pour le coup, c'était le management top. Parce que moi, j'étais déjà dans le management haut, mais on va dire, le top management au-dessus de moi. Donc, les associés, les gens qui étaient responsables, me mettaient la pression en disant, mais faut que tu arrêtes de faire les bisounours avec tes équipes, faut que tu arrêtes de faire ceci. Et moi, tu me dis ça, mais bouclier, armure, par là mon cul, ma tête est malade, ça marche pas avec moi. Parce que déjà, je me vois mal maltraiter les gens, je déteste ça, et j'aime bien, en plus j'avais une relation de confiance avec les gens avec qui je bossais, des filles super, enfin tout, on s'entendait tous bien, et je vois pas pourquoi tout d'un coup je viendrais mettre la pression. Tout ça parce qu'on n'est pas capable, nous, agence, de gérer la pression des annonceurs, des clients, des plannings, parce que c'est dans la culture d'être toujours dans la bourre, d'être impacté par des gens qui, eux, de leur côté, ne font pas leur travail, donc ça t'impacte ensuite. Toi, tu te retrouves en retard parce que tu es en bout de chaîne. La conception, la création, la production, c'est toi qui en es responsable. Donc, de l'idée à la réalisation, finalement, tu arrives au bout de chaîne pour la réaliser et machin. C'est entre le brief client, les chefs de projet, toutes ces étapes-là, toi, tu arrives en fin de course. Il faut qu'on rende un papier, il faut qu'on rende une création, il faut qu'on rende ceci, il faut qu'on rende cela. C'est la fin de la chaîne. Donc, mais si toutes les étapes avant sont foireuses, bah toi, à la fin, ta marge d'erreur, elle est de plus en plus petite, quoi. Tu sens que le burn-out, à ce moment-là, le deuxième, il est en J'ai train de te faire un plein, de- clin d'œil? j'ai plein de signaux d'alerte. Ces petites lumières dont je parlais au début, Ouais. c'est de partout. Pression, stress, machin. Et moi, à l'époque, je savais beaucoup mieux gérer le stress, l'identifier. Donc, je le fuyais. Je Mmh. disais, dégage. Sauf que la contradiction entre le fait que tu fasses dégager et les injonctions de temps, de planning liées à une agence qui est au-dessus de toi, parce que c'est pas toi tout seul dans ton coin. Tu peux pas envoyer chier les choses et dire définiment, bah non, je refuse cette pression, donc je me laisse le temps. Bon, non, tu veux plus, parce que t'as telle personne qui te tombe dessus, non mais attends, les délais, les machins, oh putain, le client, le truc. Donc toi, au bout d'un moment, t'as tellement de missiles de tous les côtés
que tu te dis, bon, bah, je peux pas sans cesse les éviter, ces missiles. Il va falloir quand même que j'évite qu'on m'en lance. Donc, il faut que je réponde aux injonctions, même si elles sont contradictoires parfois. Donc, ok, j'accepte. Et ça, si tu veux, c'est la première brèche dans le barrage. C'est la Mais ça, première tu y chute vois. du paquet. Tu commences à les voir. Et puis toi, tu joues dans ta machine. Tu mets des sous. T'as toujours pas le 3-7 ou les cerises ou machin. Bon, ok. Tu vois les 2-7, tu vois une cerise. Ah, presque. Un troisième sera presque les trois. Presque les trois images. On y est presque. Mais bon, tu vois les alertes, tu dis, bon, ok, on refuse la pression un premier temps, après tu peux plus, bon, tu passes à une autre étape, tu dis, ouais, je prends plus de temps pour moi, mais ça marche pas. Ah, parce que du côté famille, c'est aussi tendu, parce que Ça ton recommence. travail a pris de la place aussi. Ce nouveau boulot, il t'a pris de la place. Et puis tu gagnes moins bien ta vie qu'avant. Et entre-temps, toi, tu as contracté plus de frais, plus de choses, tu écopes finalement de cette période passée, au niveau assurance que t'as arrêté parce que tu pouvais plus la payer. Enfin voilà, tous les trucs qui ont fait que tu as réduit ta voilure, mais pas autant que ce qu'il aurait fallu. Et donc, du coup, entre ce que tu gagnes, ce que tu travailles, ce que tu produis et ce que tu ramènes, il y a un décalage qui commence à se faire, une dichotomie. Et là, tu fais, merde, il faut que je bosse plus, quoi. Et tu bosses, tu bosses, tu bosses. Donc, tu rajoutes un peu de freelance à côté de ce boulot régulier. Parce que j'avais le droit d'en faire un petit peu. Donc, mais tu te rajoutes tout ça par-dessus. Et là, tu vois plein d'alertes qui commencent à revenir. Tu connais ça? Oh, oh! Ouh, tête de pioche! Espèce de connard! Eh oh! Au bout d'un moment, ça commence à hurler. Mec! Oh! Les épaules. Tu Le mec, nous entends pas? il y a une équipe derrière qui vient de taper. Mec! L'eau! Mais qu'est-ce qui se passe? Arrêtez de me bousculer. Mais t'inquiète, je gère, je gère. T'inquiète, je gère. Ouais, je connais, je suis passé par là. Putain, je suis trop fort. En plus, le T'inquiète. film avait donné des techniques de ouf pour dire Deux fais pas fois, les non, non. Satanas. J'ai vu les films L'Exorciste, ils appellent le curé et ils font sortir le diable. C'est bon, j'ai pas la tête qui tourne encore. Je crache pas des trucs verts sur les murs, c'est bon. C'est bon, tout est géré. Ah, La j'ai un mère bout est de gaz. toujours vivante, tout va bien. Non, tout va bien, c'est bon. Et voilà. Et ça, c'est fait. Et toutes ces alertes, tu dis, mais bon. Eh ben non. T'écoutes pas. Tu n'écoutes pas parce Et que là, la vie, elle t'a mis une putain de calotte derrière la tête. et t'arrives à un moment ou à un stade où tu te dis, il y a tellement de signaux parce que tu vois tout le système qui se détricote devant tes yeux. Tes équipes qui filent, qui démissionnent. Parce qu'il y a eu turnover dans cette agence. Énorme. Une petite agence qui a certes des gros clients, mais qui n'est pas une grosse agence parisienne, qui, même si elle a un pied à Paris, mais elle a un effectif réduit, une vingtaine de personnes. Mais il y a un turnover régulier depuis 2-3 ans, là. Tu vois, c'est limite, c'est limite s'il n'y a pas 2 fois ou 2 fois et demi l'agence qui est déjà partie, tu vois. Ça se voit, Ça se sent. ça se sent. Et moi, mon équipe, dans les derniers temps, j'étais moi et une freelance. Les salariés n'étaient plus là. Ah Ils avaient ouais. tous démissionné, ou tous barrés. Donc, je gérais le travail de 5 sur une personne et un freelance, qui n'était pas toujours là. La même somme de travail sur une personne comme moi. Tu gagnais moins. Et donc là, autant te dire que je voyais tous les problèmes arriver. Toutes les alertes tous les feux étaient au rouge, avec alerte mort imminente, destruction massive, Apocalypse Now, on veut tu, on voilà. Halloween, ça s'approche. Mets ton costume, ça va couper. Mets le masque Scream. Et là, quand je sens cette colère froide monter en moi. Je sens les semaines, je me prends la tête avec les gens, je me prends la tête avec les associés, enfin, je me prends la tête avec mes clients, quoi, et avec les gens à qui je suis salarié maintenant. Donc je suis salarié, j'ai plus les mêmes comptes à rendre qu'un client où là, je peux pas dire va te faire foutre. Et de toute façon, j'en trouverai un autre. Là, c'est plus le cas. Donc j'ai plus les mêmes responsabilités, j'ai plus les mêmes les enjeux. Donc il y a tout ça qui vient se mêler à la fête. Et là, c'est la part en cacahuète saucisse. Il y a eu plein d'alertes avant ça. Le fait de voir tous les copains partir, les copines, enfin, tous les gens de ton équipe, les gens que tu gérais, que tu appréciais, que tu vois partir, les forces vives, tu vois tout ça se déliter devant toi. Puis des projets qui foirent, le management qui devient de plus en plus toxique, les injonctions, le travail non fait des autres, enfin, tous des trucs qui viennent t'impacter indirectement et directement et qui viennent mettre du sable dans ta machine dans tes rouages à toi et qui sont déjà bien grippés. Donc là, ça commence à être relou. Puis t'as plein d'alertes. Moi, il y avait une fête d'anniversaire pour mon fils. Je sais plus quel âge il avait. C'est pour le plus grand. Toute ma famille était chez moi. Il était 21 heures. Il y avait une compétition pour l'agence le lendemain. Il fallait rendre des créas. Il était pas fini. Donc du coup, je travaillais jusqu'à minuit et ma famille est chez moi en train de fêter. J'ai mon fils au téléphone. Bon anniversaire. J'étais seul dans l'agence parce que j'avais les clés de l'agence. Hein, je fermais. Seul dans l'agence à finir le boulot pour le lendemain pour qu'il l'emmène chez le client pour la compétition. Parce qu'il fallait qu'on la gagne. Et moi, je me suis mis à pleurer comme une madeleine, quoi. À m'effondrer dans l'agence. Comme ça, je suis tombé comme une merde. Et comme ça, il y a des choses qui se sont répétées plusieurs fois où je me suis retrouvé seul au boulot à faire
parce que finalement, j'étais seul finalement. On était 5 au début dans l'équipe créative. Je manageais ces gens-là et maintenant je manageais plus personne. Et j'ai managé moi-même et puis l'agence, quoi. Finalement, j'étais le seul au milieu d'un. Donc là, je me dis, putain, il y a tout qui part en cacahuète, quoi. L'agence ne gère plus rien. Les gens se barrent parce que l'ambiance est merdique. Il n'y a plus rien qui est géré correctement. Moi-même, je ne gère plus parce que je deviens inconsistant. Donc je suis inefficace, je suis ceci. Donc on peut me reprocher plein de choses à ce niveau-là, bien sûr. Mais à un moment donné, c'est les facteurs multipliés les uns avec les autres qui font que ça tout foire, tout part en cahuète. Je vois bien que la pression elle est un peu partout et moi je la refuse cette pression. Donc je me dis vraiment Non, non, pas pour moi. Non, 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 non non, c'est terminé. non, non. Et un jour, bon j'oublie plein de détails parce qu'on va pas y passer des heures là-dessus, mais et un jour on va dire, je me souviens c'est une après-midi, il me restait une personne avec qui je travaillais en chef de projet que j'apprécie énormément, elle se reconnaîtra si elle écoute ce podcast, et d'autres. Je finissais un travail et elle voyait que j'étais tendu, je travaillais debout. J'étais plus assis à mon bureau, debout devant mon ordinateur comme ça. Je pouvais plus m'asseoir. Elle vient vers moi, elle me dit, bah, je pense que là, il y a un souci. Qu'est-ce qui se passe et tout. Tu es hyper nerveux et tout. Moi, elle partait, elle faisait partie elle avait démissionné aussi. Elle allait partir cette personne-là que j'appréciais. En plus, déjà encore elle avait encore 2-3 semaines à tirer. Elle partait à Paris ou je sais pas où. Et là, je fais, mais tu te rends compte du bloqué à faire, mais c'est n'importe quoi. Moi, je peux plus tenir, c'est impossible. Et je venais de passer 1 heure avec mon médecin au téléphone en me disant, il faudrait que vous vous arrêtiez, monsieur. On en avait parlé il y a des années. Vous vous souvenez comment ça s'est passé? Je pense qu'il serait bon là d'arrêter. J'appelle ma femme, il dit, oh là là, arrête tout, pars-toi de là. Donc toute la journée avant cette étape-là, c'est pour ça que j'étais debout dans l'ordinateur, pas vouloir m'en sortir parce que j'étais en fait déjà sur le départ. Et il y avait plus personne. Enfin, bon, voilà, on a été 2, 3. Les associés étaient à droite à gauche, et tu te dis, oh là 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 là. Et puis t'as vu tout ça qui revient. Les gens qui sont partis en perte des fracas, prud'homme, en guerre, en machin, ils ont démissionné parce que c'est de la merde. Enfin voilà, il y a tout ça qui fait qui hurle de te dire, mais courage, fuyons. Et là, j'ai plus de prévoyance. J'ai rien pour me sauver. J'ai juste après le chômage, au cas où, si je me fais virer. Mais c'est tout. Et encore. Et là, je suis en colère, donc j'envoie des messages de colère, si tu veux, sur le chat interne. Et bon, là, ce jour-là, je pars. Je récupère quelques affaires et mon médecin me dit, mais quittez les lieux. La personne qui était avec moi, qui était super, il m'a dit, là, je pense que ça va pas, Laurent, tu vas pas bien, il faut que tu t'en ailles. Il y a un souci, va voir ton médecin. Et je lui dis, t'as raison, il faut que je parte, je vais voir mon médecin, il va m'arrêter, c'est obligé. Là, je sais que je vais péter un câble. Et la veille, j'avais hurlé dans l'agence. À qui veut l'entendre que c'était tous des connards? Et il n'y avait pas les associés à ce moment-là, mais et j'attendais que l'un d'eux revienne. J'avais commencé à échafauder mes plans. Je dis, dès qu'il revient, lui, je l'attrape par le col et je le fais valser dans la place. Je le défonce. Et je l'ai dit écrit aux gens. J'ai laissé ce truc comme une pièce de mon futur scandale. Une pièce à conviction de mon futur scandale. Tu le vois le problème venir. Et là, j'avais qu'une envie, c'est qu'il arrive, je l'avais chopé, j'allais lui éclater la tête, quoi. Parce qu'en plus, il se comportait mal avec les gens. Enfin bon, c'était. Et puis moi, je commençais à. Peut-être aussi que j'avais commencé à mettre mes œillères et que je me faisais des films aussi, tu vois. J'étais aussi en tort quelque part. Je me disais que j'étais peut-être aussi en tort. Donc à aucun moment tu t'es dit ça vaut pas le coup, Et ben j'arrête, là, ce jour-là, oui, et c'est tout. après tous ces événements-là, on dit au moment de dire bon, j'ai loupé tous ces événements, j'ai failli casser la gueule au mec, je l'attendais pour le recevoir. Le lendemain, je dis bon, je pars parce que mon médecin me dit mais stop, arrête-toi. Je suis parti de l'agence et je suis jamais revenu. J'ai envoyé un courrier en disant bah j'arrête mon travail parce que ceci cela, mon médecin me met en arrêt. La procédure en fait, la procédure c'est Oui. lancée simplement médecine du travail, tout ça, enfin une procédure classique. Et je suis rentré dans l'engrenage auquel je ne m'attendais pas et qui a fait en fait que le burn-out s'est accompli. C'est pas tant le fait que je sois parti pour dire j'arrête parce que mon médecin m'a dit faut que tu t'arrêtes sinon tu vas passer l'étape. C'est en fait l'après qui m'a fait exploser. Et c'est là où j'ai été surpris. Je m'y attendais pas du tout. Parce que pour moi j'avais répondu, j'avais refusé, j'avais stop, on arrête, j'avais Oui. fait mes premières alertes, j'avais commencé à péter un câble et tout ça. T'es J'avais soustrait commencé à au changer mal. même à la maison, mais même pas autant qu'avant. Donc elle avait réussi à gérer ça, ma femme et moi avec. On avait réussi à trouver un équilibre, à me dire, elle avait réussi à identifier que ça allait pas, donc c'était pas moi, donc il fallait comprendre que c'était rien de grave, que ça allait se changer. Moi aussi, donc on arrivait à construire, à communiquer, heureusement. Mais après j'ai explosé. C'est après que j'ai explosé. Après l'arrêt, parce que je suis rentré dans le système. Là j'ai compris le système du travail. Et là je suis tombé dans un délire administratif, mais de l'autre monde. Ouais, ouais, ouais. Twilight Zone, la quatrième dimension. Mm. Un truc, je ne m'attendais pas à ça. Moi, je suis pas un féru d'administration, papier, tout ça, parce que c'est quelque chose que je trouve complètement... c'est abusé en France. Hein. Le côté administratif, lourd du papier. Quand t'es mal, tu dois faire des papiers, des machins. Déjà, dans mon point de burn-out, il fallait faire des trucs. Alors, quand t'es pas en état, autant te dire que c'est ma femme qui a géré. Encore une charge mentale supplémentaire sur ma femme, qui s'occupait de la maison, de son travail, de moi, de tout le monde. Elle aussi, elle était en burn-out à un moment donné. Donc, si tu veux, on s'est mis dans une situation, moi et ma femme, enfin, je l'ai mis dans une situation plutôt impossible, inextricable.
Un truc de malade. Et là, je suis rentré dans le système. Et là, j'ai pleuré. Parce que la médecine du travail, c'est le choc. Ils constatent, et ça, on tombe dans la fameuse tirade OSS 117, hein. Je sais qui c'est, je sais qui c'est, mais je ne dirai rien. Et si tu tombes là-dedans, mais vous déconnez ou quoi? Vous constatez, vous savez, et vous ne dites rien. Et on fait quoi là? Ouais, ils attendent que ça soit toi qui prenne la décision. Donc, moi, je vais voir un nouveau médecin psychiatre parce que celui qui m'avait traité à l'époque, je savais maintenant que c'était pas forcément la personne qu'il me fallait à ce moment-là. J'ai trouvé quelqu'un de très bien sur Cannes, qui est plus loin de chez moi, mais qui avait une personne très intelligente, très cultivée. Enfin, ça répondait totalement à ces attentes-là. Heureusement, je voyais ce médecin. C'était un peu ma bouée. Mais au-delà de ça, j'étais à côté, j'étais malmené par le système, si tu veux. J'étais terrorisé par le système. Parce que du coup, tu perçois ton salaire, mais en même temps, tu sais que machin. En plus, j'ai reçu un courrier entre-temps recommandé pour faute grave parce que j'avais quitté mon poste et que j'avais menacé les gens. Parce que j'avais laissé les messages sur le chat interne. Je les avais pas effacés. Hein. C'était pas prémédité. Je suis parti quoi. Hein. C'était en mode j'explose ou ou je tue quelqu'un. Enfin, je tue pas quelqu'un, mais je fracasse quelqu'un. Donc, si tu veux, c'est au lieu d'arriver là, je me barre. Sauf que j'avais laissé des trucs et c'est passé. Bon, c'est tous des trucs qui sont venus contre moi. Forcément, il y a prud'homme, il y a plein de trucs, donc avocat, machin, donc ça, je peux pas en parler sérieux, concrètement parce que je suis tenu par par le secret de l'instruction, prud'homal. Plus j'avance dans l'affaire, et plus je me rends compte de la toxicité des lieux dans lesquels j'étais. Je suis pas le seul au prud'homme, je suis pas le seul en ceci, cela, en harcèlement, en machin, en truc. Et j'apprends tout un tas de choses supplémentaires là-dessus. Médecine du travail qui n'est pas payée depuis des années par l'entreprise. Donc le médecin me dit, mais moi je peux rien faire pour vous en fait, à cause de ça. Parce qu'administrativement, ils n'ont pas payé leur cotisation à la médecine du travail. Ils payaient pas leur truc formation non plus. Hein. Le compte formation n'était pas payé depuis des années. Et je découvre tous les gens qui sont, comme moi, explosés par le système autour de cette entreprise. Et c'est exponentiel. Et là, je me dis, ah, je suis pas seul. Donc on commence à se réunir, à parler entre nous, à se faire des conversations avec ceux qui ont démissionné, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé réellement, parce que t'as pas toutes ces infos, elles te sont masquées par la hiérarchie. Évidemment, tout est rose, et puis tu dis, bon, il est parti parce que... Et tu te rends compte qu'il y a tout un tas d'affaires bien dégueulasses, au niveau harcèlement moral, au niveau harcèlement sexuel, au niveau ceci, au niveau cela. Enfin, c'est un peu dégueu. J'en dis peut-être trop, mais c'est pas grave, on s'en fout maintenant, on est en 2023, qu'ils aillent se faire enculer. On leur fait un gros bisou. De toute façon, je cite personne. Mais on va dire que je découvre plein de choses. Et puis des gens qui ont été maltraités, que moi, avec qui je travaillais dans les derniers temps et que j'appréciais énormément, et qui limite faisaient partie de ceux que je pensais protéger. C'est terrible, hein. Et qui sont dans le déni, maintenant, actuellement encore maintenant. Hein. Qui ont été maltraités par ces terrible. gens-là et qui sont dans le déni par rapport à ça. Mais c'est pas grave. Mais il y a d'autres qui sont pas du tout dans le déni, et d'autres qui ont peur. Des femmes qui ont peur. Des représailles, de ceci, parce que les gens sont agressifs un peu. Tu te dis, mais dans quel truc je suis, quoi? Qu'est-ce que c'est que ce machin? Tu te rends compte que la médecine, le travail ne peut rien faire. Parce que déjà, elle est incompétente. Tout ce qui est burn-out, il faut le savoir, hein. Je le dis clairement. Les ressources humaines, t'oublies. Qu'est-ce que tu veux? Tu prends un avocat, tu fais tout comme il faut. Donc, tu es dans cette espèce d'administratif qui m'a fait péter un câble, qui a fait. J'étais au bord du burn-out. Je suis parti. Et là, ça m'a fait tomber dedans. Mais cette fois, j'ai su le gérer parce que, comme j'ai enclenché tout au niveau médecine, traitement, le médecin que j'ai suivi, il a mis un traitement beaucoup plus spécifique que mon ancien psychiatre de l'époque, qui m'a bien aidé au niveau médicamenteux. Alors, je prenais plein de médicaments, hein, j'en avais 4-5 à prendre. Mais il m'a dit, c'est léger, en même temps, non. Mais je vous mets un petit dosage sympa. Et lui, c'était un vrai médecin. Tu vois, il était psy, mais médecin. Donc, il avait les deux casquettes. Et puis, il avait ce culture, dialogue très intéressant, très profond. Et moi, ça résonnait en moi. Et c'est là où j'ai eu un soupçon. Il me dit, mais ce qui est bizarre, c'est que ce que vous avez fait là, ça fait 2 fois déjà que vous retombez un peu là-dedans. Et la façon dont vous échangez avec moi, la façon dont vous présentez les choses, je pense que vous avez quelque chose qui est de l'ordre de l'atypisme. Là, tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Oh là là, ça y est, les vieux cadavres dans le placard qui ressort. Euh, Quels sont-ils? Eh ben, je ne sais pas, je peux rien vous dire, je peux pas vous faire passer parce que je suis pas habilité à ça, moi, mais je vous renvoie vers des gens, ou en tout cas, vous trouvez de vos côtés des gens, je peux vous conseiller, mais ça peut éventuellement vous aider à trouver des explications pourquoi du comment vous avez explosé en vol autant de fois. Vous êtes parti dans cette dépression-là, ce burn-out spécifique, qui sont parce que chacun a son type de manière de réagir, de façon, comme j'ai parlé tout à l'heure de bouchons qui explosent. Il y a des signes qui font qu'il y a quelque chose d'autre qui est caché là-dessous. L'importance du diagnostic le plus tôt possible. C'est pour ça que c'est pour toutes ces raisons-là, si vous entendez là maintenant ce podcast, c'est pour toutes ces raisons-là, c'est donc quoi que vous ayez ce doute-là, s'il doit être effacé, il faut le faire, il faut faire des tests, il faut faire. Peu importe sur quoi, hein. Il n'y a pas que sur la neuroatypie. Hein. Non, C'est non, sur la dès que neuroatypie, vous avez un doute, allez
chercher les réponses. Voilà, et vers des gens compétents. Bon, c'est pas facile, hein, je dis de faire des gens compétents. En tout cas, Oui. autant que faire se peut, trouver des médecins, Mm. psychiatres, psychologues, autres qui sont. Moi, j'ai pris médecin psychiatre parce que c'était agréé, c'était remboursé, que je ne pouvais plus me permettre financièrement de prendre des gens psychologues ou autres. Et puis ça marche pas parce que moi j'ai tenté, hein, avant ce médecin, des psychologues, machin, on met sur des gens impressionnants, enfin, des coachs de vie, des trucs, psychologues, machin. J'ai été reçu un jour dans un endroit glauque, fin fond d'une banlieue niçoise. Enfin, j'ai fui, quoi. Et là, à cette époque-là, je sais dire non. En fait, je savais dire non, suite à ma première expérience du burn-out. J'avais appris. Donc, tout ça a fait que mon burn-out était très différent, celui-là. Cette dépression était un peu différente parce que je savais dire non, je savais poser les limites, je savais ce que je ne voulais plus. Et j'avais réussi à dire non et j'avais réussi à partir, j'avais réussi à pas exploser comme je l'avais fait et pas me tomber au niveau. Là, je pouvais encore gérer mon stress. Je ne m'étais pas enfermé, plus voir personne. Mm. Là, je pouvais gérer le quotidien. Même si bon, j'étais fatigué, mais voilà, je gérais le quotidien, ce que je ne pouvais pas faire dans la première carte. Donc on va dire que c'est un burn-out beaucoup plus très, très différent, géré différemment. Mais en fait, on va dire que c'est une réplique du premier. C'est un peu le fin de cycle du premier. J'ai remis une pièce dans la machine trop tôt. Mais le fait d'être confronté au système administratif, médical, Oh, médecine, c'est terrible. C'est terrible. l'incompétence des gens, la nôtre, parce qu'on est aussi incompétent dans plein de domaines. Et donc, ce médecin m'a aiguillé, m'a dit, voilà, il faudrait peut-être que vous fassiez ci, ça. Donc, il m'a aiguillé vers les bonnes personnes pour me faire tester. Et on a découvert que j'étais HPI. Ce qui a fait que, ah, mais voilà, c'est pour ça que vous avez explosé, que vous avez tous ces freins qui vous êtes plus aligné avec vous-même, vous n'êtes plus en adéquation avec votre éthique, vos valeurs profondes. Vous êtes ci, vous êtes ça, vous êtes plus. On a commencé à décoder qui j'étais réellement. Tu avais quel âge? Là, c'était en 2019, 2019, ouais. 2020, ouais, 2019, fin 2019, ouais. Donc ça fait pas si longtemps que ça, hein. Puisque là, je suis né en 74, faites le calcul, je dis pas mon âge. Voilà. Je fais mon petit. Ouais, c'est mon âge, ça se fait pas. Dans un podcast, on ne se connaît pas. Je ne dirai pas mon âge. Voilà, c'est tout. Ah ouais? Non, mais c'est vrai que. C'est terrible. C'est terrible. Et tu te dis. Et, et puis dans cette période-là, donc, quand tu remues la merde, parce que je l'ai dit un peu en aparté, j'ai contacté plein de gens, et puis tu tombes avec des gens aussi à qui ça arrivait ces choses-là. Donc j'étais en contact avec des gens des syndicats, des CFDT qui ont des cellules psychologiques pour Mm. l'entreprise. C'est comme ça que je suis rentré dans la CFDT. Oui, je suis syndiqué. Je fais mon coming out au niveau du syndicat. Ouais, je suis un patron syndiqué. C'est fou, hein. Je fais le monde, mais bon, je suis atypique. Ça. Je suis entrepreneur syndiqué CFDT parce que j'ai vu l'importance de la surcouche sociale qu'on doit mettre entre les tampons, entre les différentes couches de la société. Médecine du travail, entreprise, parce que l'entreprise est partie prenante de la médecine du travail, c'est elle qui paye la médecine du travail, Mm. donc elle est inféodée au monde du travail. Et dans les pires des cas, elle est carrément soumise. Et les médecins sont soumis. Le seul médecin qui, en France, a osé ouvrir sa gueule, il a été attaqué au prud'homme et menacé d'être rayé de l'ordre des médecins. Donc Super. le sérail se défend, si tu veux. Mm. Le sérail, le système se défend. Il se met en autodéfense et voilà. Après, l'entreprise n'est pas toujours fautive. On va dire que c'est un ensemble de facteurs qui font que c'est entendu dans le système en ligne. C'est tout le monde est partie prenante de ça. C'est pas simplement l'entreprise. On ne peut pas pointer maintenant l'entreprise et l'entrepreneur ou les gens qui ont maltraité. C'est aussi tout un terreau. Il y a plein de gens autour de ça. Il n'est pas seul responsable de. C'est pas une personne responsable. C'est plein de choses qui sont responsables. Certes, les personnes sont responsables, mais tu as tout ce qui va autour qui est responsable. Et c'est ça que je dénonce. C'est pour ça qu'on parle de burn-out chez les neuroatypiques, parce que dans l'inclusion en entreprise, dans le management, dans le RH, les ressources humaines, tellement mal nommées, cette culture du non fait beaucoup de mal aux employés, aux employables et aux employeurs, indirectement. Donc le burn-out est rentré dans une... Voilà, comme c'est plus une maladie, c'est considéré comme une maladie professionnelle, mais pas complètement. Enfin, c'est entre l'Europe, la France, ça se tire un peu chacun tire un peu la couverture à soi. C'est donc pour l'instant cette histoire n'est pas réglée, c'est pas reconnu Mm. comme maladie professionnelle. Il y a des cas particuliers, oui ou non, mais on va dire qu'il y a des jugements qui font que. Mais quand tu es confronté à des gens qui ont subi des traumatismes à travers le burn-out, pas forcément à travers cette entreprise, mais à travers des entreprises annexes ou autour, dans le même type de cas de figure, et que des gens sont morts, Et oui, ça arrive aussi. euh, bon, ok, les gens sont passés à l'acte, se sont suicidés, sont décédés à cause de ça. Là, tu fais ok.
dans mon cercle, une personne s'est suicidée. Il a profité que sa femme allait chercher des médicaments pour le soigner. Il a sauté par la fenêtre. Elle s'est absentée 10 minutes pour aller à la pharmacie d'en bas. Voilà, c'est des choses comme ça qui arrivent. Donc il faut en parler parce que on parle de santé mentale, mais quand on ne dit pas nommément les choses, on ne dit pas c'est le burn-out, ça peut causer la mort. Moi, mon premier burn-out, j'avais des analyses tellement mauvaises de sang, j'avais le foie d'un alcoolique. J'avais des taux tellement élevés, ils me disaient, mais vous buvez quoi? Vous êtes tombé dans l'alcool en plus. Pas du tout. Parce que l'alcool m'intéresse pas plus que ça. Je bois un peu de vin, mais de temps en temps, mais quand il y a les occasions, mais la semaine, jamais, à aucun moment, même pas le week-end. C'est une fois par mois. Ça m'intéresse pas. Et du coup, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Et en fait, j'avais mon corps qui était en train de décéder de l'intérieur. C'est-à-dire que si ton foie lâche, bah, t'enclenches plein de trucs derrière qui sont très graves pour ton corps. Donc si j'avais pas explosé en vol, j'aurais pas vu toutes les conséquences sur mon corps en même temps physique. La fatigue est telle que pour ton organisme, quand tu dors plus pendant des semaines comme ça, 5 heures, 6 heures par semaine, bah, que ton cerveau lâche aussi. Tu risques un AVC, tu risques plein de choses. Ton corps te dit, tu vas mourir, il faut arrêter. C'est pas simplement la santé mentale dans le sens dépressif, psychologie du terme. Elle peut mener à plein de morts. Ça peut être physique, ça peut être médical dans le sens d'une maladie, un organe qui lâche ou quelque chose, ou le suicide. Moi, j'ai connu dans mon entourage donc le suicide d'une personne et une personne qui est morte des suites de son travail acharné. On l'a retrouvée chez elle, cégep 3 jours après, mais elle avait déjà des signes sur son lieu de travail de mort imminente. Et les gens, enfin ceux qui étaient dans l'entreprise, enfin les responsables, on ont juste dit, bah rentre chez toi, va voir un médecin. C'est tout ce qu'il a fait. Mais lui, le mec était tellement épuisé, fatigué, il est rentré chez lui mort. Voilà, c'est des choses qui font que si ton travail te tue, bah, il y a un souci, quoi. Déjà socialement, mais bon, j'ai pas envie, Dites-vous t'as pas bien envie. que il y a rien de plus important que vous, en fait. On sait qu'il y a les factures, on sait que, il y a une pression de rendement, il y a une pression de toutes parts. Mais dites-vous bien que ça paraît quand même assez dérisoire par rapport à votre vie. Ça vaut pas le coup. C'est vrai que quand on est dedans, on se rend pas compte de ça. On se dit, bah attends, quand même, bon. Tout ce qu'il y a à côté, ça devient le centre de votre vie. Alors que le centre de votre vie, c'est vous et votre santé. Il n'y a rien de plus important que ça. Il faut savoir poser des limites, il faut savoir dire non. On s'en fout de ce que les gens disent, on s'en fout si le travail n'est pas rendu à temps ou pas rendu tout court. Il y a rien de plus important que votre santé. Et c'est vrai que le problème de nos sociétés modernes, entreprises ou autres, euh, le fait est, c'est que comme on met en avant tout un tas de facteurs sociaux déterminants ton niveau social, on va dire ton travail, ta performance, ta productivité, ceci, ton cela, ton ceci, ton cela, fait que en fait, tu ne t'autorises plus à t'écouter toi en tant qu'individu, en tant qu'être vivant, et finalement, tu n'es que le rouage d'une grande machine. C'est un peu cynique ce que je raconte, c'est un peu le côté Terry Gilliam du terme. Mais on va faire un peu notre Terry Gilliam, on se met en avant dans des films un peu dystopiques, et c'est ce que raconte plein de choses dans la littérature, ce qui est raconté depuis très longtemps. Et en fait, on s'oublie complètement, et on est juste le moyen, un outil dans un moyen plus grand que soi de production, de méga machines. On est là juste pour produire quelque chose. Et puis on te fait croire aussi que, si tu fais pas ça, à cause de toi, la boîte elle va couler. S'il te plaît. Bah oui, et on te fait croire que bah, déjà on te culpabilise parce que les collègues, les autres comptent sur toi, les collègues, ceux qui bossent autour de toi. Après, c'est ta famille qui compte sur Oui, toi. on vous fait culpabiliser, ouais. Tout le monde compte sur toi. Comme si tout le monde comptait sur toi. C'est toute la Terre était sur Voilà. toi. Après, on te dit nul n'est irremplaçable. D'accord. Voilà. Et en fait, ces injonctions contradictoires font qu'au bout d'un moment, tu te dis, mais il y a quand même une mouche dans le lait. Pour ne pas dire une couille dans le potage. Ah mince, je l'ai dit. Zut. Non, mais ça, faut surtout pas se laisser avoir. Je sais pas combien de fois on m'a dit, mais attends, mais là, Sandrine, tu cherches quoi? Parce que bien évidemment, moi, je reste pas dans les sociétés parce que je tombe malade. Parce que tu as Je ton peux pas, je système. peux pas aller jusqu'au burn-out. Mon corps est dégoûté très rapidement. Hmm. Donc, je sais que quand je commence à cumuler, je sais que, bon, bah là, je m'en vais. Est-ce que c'est Mais ton TSA qui t'aide aussi en plus de ça, par rapport à ça? je Rapidement. je pense que oui. Parce que moi, j'ai pas de TSA, mais même si on a eu un doute au départ, qui a été écarté. C'est vraiment je pense que le THPI aide aussi, c'est-à-dire que c'est la non-acceptation de choses qui sont inacceptables pour moi. Ouais, ouais, mais Je parce peux que pas, c'est non. dans un temps normal, dans un terreau normal, tu n'acceptes pas. Moi non plus, j'accepte pas. Et en fait, il suffit qu'il y ait plein de faux Mm, amis et mm. d'arbres qui cachent la forêt. Tout d'un coup, tu te leurres aussi toi-même et ton cerveau.
est un leurre magnifique. Et puis le fait de se raconter des histoires et d'échafauder des plans en permanence qui t'aident soi-disant à régler le problème rapidement, Mais bah, c'est pour ça que c'est important il de ne fait que savoir qui on est. retarder, il ne fait que Mais retarder oui, en fait le délai, ou en tout cas nous retarder les échéances, les chèques futurs ou les échéances, ou même ça peut être un problème, ça peut masquer beaucoup de choses, quoi. c'est pour ça que c'est important de savoir qui on est, les atypismes qu'on a, parce que ça peut se retourner contre nous. Moi, je sais qu'à l'époque, quand je le savais pas, parce que j'ai eu un accident sur mon lieu de travail, peut-être qu'on en parlera dans un autre podcast, à Oui, nos on fera le savoir. podcast Focus Euh, sur Nouvelle. et bah, centre de victimologie et de traumato, je connais bien, les psychologues, je connais bien, psychiatres aussi. Alors, personne n'avait vu mes atypismes, mais alors ça a joué contre moi pendant des années. Parce que moi, j'ai été en arrêt et en accident de travail pendant 7 ans. J'ai été dans une faille administrative pendant 7 ans. Pendant 7 ans, je n'existe pas auprès de personne. Une des personnes auxquelles je pense là, je ne dis pas son nom parce qu'elle est toujours en cours de procédure avec son ancienne entreprise, avec qui je suis en contact. Donc, j'étais en contact, ça fait un moment que je ne l'ai pas eu, mais en tout cas, lui, il a été rendu, il ne peut plus travailler. Il a 50 piges, il est inapte, il a été rendu inapte au travail. À combien taux d'incapacité, tu sais combien? Il a 80, Ah oui, alors c'est total. ouais, il peut plus. Donc C'est-à-dire total et qu'il rente. a tellement flingué son organisme, son cœur, que le moindre niveau de stress, un stress trop Ah, ça élevé, peut le tuer. le fait lâcher son. Oh. J'ai perdu le terme, j'ai un nom, faut que je le retrouve. Malheureusement, je ne peux pas le dire dans ce podcast à l'oral, c'est dommage. Mais j'en parlais sur un de mes posts LinkedIn justement récemment. Le mot m'échappe, mais c'est une fébrilité ventriculaire ou quelque chose comme ça. Je préfère pas dire de. Je mets des grosses guillemets autour, mais voilà. Parce que voilà, je suis pas médecin non plus, je me souviens plus trop du terme, mais j'avais le terme exact. Et ça, c'est un danger, c'est-à-dire que tu te retrouves à 50 piges. Déjà, il a perdu sa maison parce qu'il ne pouvait plus payer quoi que ce Hein. soit. L'entreprise lui fait des soucis depuis des années. Elle traîne dans les dossiers, les avocats, les machins, donc les procédures ne se mettent pas en marche. La médecine du travail des femmes, enfin, bon, tout fait que quand tu es à 57% de ton salaire au chômage et que tu as des crédits, des ceci, des cela, c'est plus la même. C'est plus la même, t'as plus le même niveau de vie. Il faut être clair là-dessus. Le chômage, c'est pas du tout un confort, hein, comme le essaye de le faire Ah non, croire pas du tout. Hein. certains politiques, notamment par rapport au chômage ou au RSA, avec des lois qui ont été faites. Là, je balance, hein, j'en ai rien à foutre. Ces gens-là n'ont absolument pas le début de la moitié d'une connaissance sur le sujet, quoi. Ça frôle l'irresponsabilité totale, hein. L'inconséquence la plus crasse, la connerie la plus forte. Donc, si tu veux, avec le temps, avec ce recul-là, avec les gens qui sont morts, les gens qui sont dans des procédures, les gens qui sont inaptes à 50 ans, de travailler, rendus inaptes au travail, parce qu'ils ont été détruits par le travail, par des gens qui se sont pris pour des managers alors que c'est des trous du cul. Oups, j'ai dit le terme que tu préfères. Parce que les gens ne sont pas formés à ça. Ils ne sont pas formés correctement à manager, ou ne sont pas formés tout court à prendre. Moi-même, je ne suis pas suffisamment formé peut-être pour être chef d'entreprise, pour comprendre les choses. On les tous, on a tous des limites, même les décideurs, la preuve, hein, puisqu'ils font passer des textes parfois totalement abscons et inaudibles ou débiles, pour être très clair. Mais tant qu'on n'a pas changé de paradigme au niveau des enjeux, au niveau de la santé au travail, de la santé mentale, de la façon dont on doit gérer l'humain, pas comme une ressource, Oui. et comme une richesse. Nous sommes des êtres vivants. Voilà. On n'est pas simplement un rouage, un outil une fois qu'on a utilisé, on le balance, comme certains le font, hein, dans certaines boîtes, comme ça a été le cas, hein, dans des cas très récents d'entreprises qui ont été épinglés. Voilà. Les gens qui suicident sur son lieu de travail, qui se jettent, qui sont rendus inaptes parce qu'ils sont handicapés à vie, parce qu'ils peuvent plus bosser. Ils ont 50 ans, ils n'ont pas en âge d'être à la retraite. Ils sont dans la précarité maintenant. Voilà. Moi, je suis passé par la case précarité. Voilà. Donc, je le dis, hein. Colis de la Croix-Rouge, Et tout moi ça donc, fait que le niveau social voilà, te renvoie à autre chose. Tu n'es plus ce que tu étais. Déjà, tu peux plus fonctionner comme avant. Tu ne peux plus encaisser comme avant. Tu n'es plus un robot aussi performant qu'avant, puisque c'est ce que tu étais. Hein. Un robot, tu acceptais toute la charge possible et tu y allais. T'encaissais, donc tu y allais. il n'y a personne qui te prévient, il n'y a personne qui te... Le fait d'être neuroatypique te rajoute bien sûr tous ces leurrs et tous ces handicaps qui font que tout ça, c'est invisible, insidieux, très, très, très pervers, tout ça. C'est plus deep, hein, c'est plus profond. Hein. Ouais, c'est plus profond que ça. Donc, C'est plus profond. Hein. D'arriver à concevoir des plans pour se foutre en l'air, pareil, je connais très bien. Je ne suis pas passée à l'acte, hein, je suis toujours là. Mais ouais, au niveau des plans, tu te dis, mais
incroyable d'en arriver à ce point-là, d'en discuter avec le psy, et le psy te dit, bah, enfin, vous l'avez pas fait, vous êtes toujours là. Donc, bah non, vous allez pas le faire. Mais, mais qui te dit que je vais pas le faire? Je suis en train de t'en Non, mais parler pour essayer de trouver une solution, et toi, tu me dis, bah, tu l'as pas fait, donc tu vas pas le faire. c'est pour ça que c'est important de parler à des bons médecins psychiatres, psychologues, peu importe, qui comprennent et qui ont affaire enfin, qui comprennent ce que c'est. Parce que les pensées morbides, c'est pas anodin. Quelque chose qui dit quelque chose de vous, de ce que vous faites, de ce que vous êtes, de ce qui se passe autour de vous, etc., etc. C'est tout un effet domino, un effet rebond. C'est l'extrême pensée, en fait, des défenses de ton cerveau qui fait que, voilà, la pensée morbide vient, Moi, je trouve ça sain. finalement, si tu l'écoutes Je et que trouve tu ça sain de le l'acceptes faire. et que tu ne le fais pas, c'est que tu l'as entendu. Et ceux qui passent à l'acte étaient trop affaiblis psychologiquement pour entendre ça et l'accepter et commencer à échanger avec cette pensée morbide. Et finalement d'aller sur le chemin total et d'aller jusqu'au bout du truc. Et ça, c'est grave d'en arriver là parce qu'on a été broyé par quelque chose. On est tous responsables de ce qu'on fait, mais on va dire qu'il y a tellement de facteurs et de paramètres extérieurs, d'externalités négatives, comme on va les appeler, comme pour les entreprises. L'humain est confronté à des externalités négatives, des facteurs extérieurs à soi. Il n'y a pas que soi, il n'y a pas que son moi ou son soi qui sont en porte-à-faux en problème, c'est aussi les choses autour. Et psychologiquement, c'est les assauts permanents, en fait. C'est les assauts permanents sur Tu vois pas la sortie, tu ta vois pas de pensée. fin. Il y a pas de... Peu importe où tu regardes, c'est le chaos total, tout le temps, en fait. Tu te sors pas de ça. C'est ça que les gens comprennent pas quand on dit oui, il s'est suicidé, il est égoïste. Non, mais faut se mettre à la place de la personne. Quand tu n'as plus d'espoir, quand tu es dans le noir total, tu ne fais que souffrir et tu es le seul à souffrir. Il faut arrêter. Tu es le seul à souffrir quand tu es en dépression. Alors oui, tu as les personnes autour de toi, Bien voilà, sûr. si elles sont proches, oui, mais tu es le seul à penser à toi en permanence. C'est-à-dire que moi, même ma propre mère, quand j'étais dans un état pas possible, je suis désolée, à un moment donné dans la journée, elle pensait pas à moi. Donc on est tout seul, on est vraiment tout seul. Donc en arriver à ce point-là, c'est pas étonnant, c'est pas étonnant. Et je trouve ça sain de pouvoir le dire, de pouvoir dire voilà, j'ai plus d'intérêt à être là, je vois pas la porte de sortie, je vois pas comment faire. Bah écoutez, je vais sortir du jeu. Ouais, Je j'ai trouve plus ça envie. sain de le dire. En France, tu peux pas le dire. En France, on te dit ah, t'as des pensées comme ça, tu dis ça, c'est HP tout de suite, c'est hôpital psychiatrique. Ça, faut le savoir. On peut pas le dire en France. Tu finis en HP. C'est pas normal qu'on ne puisse pas débattre là-dessus. Ah bon? Comment ça se fait? À quoi vous avez pensé? C'est-à-dire, machin. Non, c'est pas parce que on va discuter avec le patient de sa pensée morbide, de pourquoi il a envie de se foutre en l'air, qu'il va forcément passer à l'acte. Ça va faire l'effet contraire. C'est-à-dire que, ah, enfin, on m'entend. Ah, enfin, on m'écoute. Parce que quand tu dis à quelqu'un, j'ai envie de me foutre en l'air, oh attends, déconne pas, t'as des enfants et tout. Quand les gens ils passent à l'acte, même le fait que tu aies des enfants, ça ne compte plus. Ça ne te tient plus. Ta femme, tes enfants, ta famille, tes potes, tout ce que tu veux, tout ça c'est détruit. Regardez le film Vice Versa, le film d'animation Vice Versa, ça vous explique extrêmement bien ce qui se passe dans le cerveau. Ouais, c'est vrai, c'est un excellent Hein? film. T'as Ouais, vu? tout à fait. C'est-à-dire que tous Au-delà tes d'être un centres truc d'intérêt d'esprit. s'effondrent. Il n'y a plus rien qui te tient. C'est exactement ça. C'est pas un acte égoïste. Sortez-vous les doigts du cul. À un moment donné, pour savoir ce que c'est que la dépression, le burn-out et ces choses-là, il faut le vivre, en fait. Il faut le vivre. Pour le comprendre, il faut le vivre. Et la souffrance au travail, c'est un vrai sujet parce que et on a tendance à mettre la poussière sous le tapis en France depuis longtemps, dans tout pays d'Europe et moderne, hein, aux États-Unis encore plus. Mais il faut quand même se rendre compte que ces dernières années, ça s'est accéléré au niveau des burn-out, des burn-out. Enfin, il y a toutes sortes de maladies liées à la souffrance au travail et psychologique, et santé mentale en général, qui font que ça dit quelque chose de nos sociétés et de ce qu'on fait. Et ça répond à plein de choses qui font qu'on sait très bien, et ça va en s'accentuant parce que le stress lié aux contraintes environnementales, le climat, la chute de la biodiversité, toutes ces choses-là qui viennent en plus par-dessus ça. Moi, je suis très ouvert à ça depuis 2000, depuis la fin de mon activité en 2018 dans ce domaine-là de la communication, on va dire de manière freelance totale. On va dire que ouais, j'ai pris conscience de ça, j'ai compris en me comprenant et en étant diagnostiqué, et j'avais eu ces alertes. Et ça a mis un voile, en fait, ça a mis un éclairage nouveau sur mon passé, et sur ce que je n'étais pas, ce que j'étais, et ce que je ne devais plus faire. Et la valeur et l'éthique, et ça a questionné mon métier de communicant, qui n'était pas adapté au monde actuel, et qui est franchement à 50 ans de retard. Les agences, à Paris, dans les grandes agences, mais c'est affolant de bêtises je vais me faire des copains, j'en ai rien à foutre. Mais c'est affolant de bêtises des fois dans les discours. Puis moi, j'ai eu des caricatures qu'on voit dans les sketchs des inconnus, mais on est loin des. Ou le film 99 francs.
de Bec BD, mais les gens, oh, c'est caricature. Tu lui parles que c'est caricatural, mais pas du tout, on est loin du compte, mec. Mais il y a des fois, c'est tellement débile, mais faut vous rendre compte de cette l'ânerie de la surconsommation autour de ça. Donc, si tu veux, tous ces facteurs-là font que ça, de toute façon, étant de plus en plus rentré dans ce système-là, c'était à l'encontre de mes propres valeurs, de ma propre éthique. J'étais plus du tout aligné avec les planètes. Et mon médecin m'a dit, mais vous êtes trop choqué, vous détestez l'injustice. Vous êtes droit, fiable, dans cette forme d'honneur, machin truc. Enfin, le côté HPI très, très fort à ce niveau-là. Et faire tous ces trucs-là qui n'ont pas de sens, à pousser les gens à surconsommer, à faire des trucs à bêtisants, la communication, des injonctions, enfin des trucs avec des couleurs, des machins, des moins. Enfin, c'est n'importe. Au bout d'un moment, faire de la com pour de la com. Enfin, des trucs débiles. Pas toujours. Hein, j'ai pas fait que ça, c'est pas vrai. Mais j'en ai fait pas mal. Et puis faire du greenwashing, du social washing, j'en ai fait. Au bout d'un moment, ça devient compliqué quand tu es formaté d'une autre manière que ça, et ça devient violent pour ton esprit aussi, parce que c'est incohérent avec ta psyché, c'est incohérent avec ton intellect, tes valeurs et tout ça. Mais qu'est-ce qu'on fait? Quand on parle de tout ça, on se dit, bah, peut-être que je suis devenu écolo et sensible à tout ce qui est social, handicap et autres, à travers tous ces prismes-là, parce que j'ai été confronté à ça aussi, parce que ça devient un handicap, le travail. Donc, quand tu deviens handicapé, que tu peux plus bosser, le handicap invisible en fait partie, les souffrances au travail, certaines maladies psychiques et mentales, et quelles sont, tout ça, c'est mis sous le tapis. On ne parle pas de la mort, on ne parle pas du suicide, on ne parle pas de la souffrance au travail, on ne parle pas de la responsabilité pénale des managers, certains, parce que ça va au pénal, il faut bien s'en rendre compte. Il y a quelqu'un qui a été condamné à un notaire là récemment pour harcèlement moral sur ses collègues. Notaire, un homme très responsable, un bon quinca bien portant. Donc l'ordre social fait que le monde du travail tel qu'il est n'est pas adapté au monde tel qu'il doit être et tel qu'il doit être fait maintenant par rapport à toutes ces contraintes qui sont environnementales, climatiques, sociales, vivant le vivant. On le maltraite vivant. Ça en dit long sur l'intérêt qu'on porte aux autres. Le fait, on est capable de maltraiter les gens, de maltraiter le vivant, ça pose pas de problème finalement, puisqu'on fait partie du vivant. On peut maltraiter tout finalement. On peut couper des arbres qui sont centenaires, sachant que c'est la solution, la meilleure solution contre plein de problèmes. Un arbre, c'est la meilleure invention qui a été faite. Hein. C'est pas l'homme qui a inventé, les arbres, c'est eux qui ont inventé ce système de résilience totale. Et c'est notre allié pour plein de choses. Et on est capable de tout détruire, des environnements gorgés de vie, comme dirait Aurélien Barraud, pour construire des supermarchés. Et ensuite, on va faire des coms dessus, quoi, pour des promos. En acheter 12 et en gagner 25. La Mais vie parce secrète que, des arbres. Ce bouquin est magnifique pour comprendre un peu plus ce qui se passe. ouais, on crée des besoins, on crée beaucoup de choses. Mais tout ça, ça vient s'entrechoquer dans ton esprit de neuroatypique. Le burn-out n'est pas étranger à tout ça, à tous ces soucis aussi qui viennent autour de toi. Maintenant, on parle de solastologie, on parle de choses comme ça qui font que ça vient résonner. Mais Non, mais on va dire que 2023, le monde du travail n'est pas adapté à l'humain tel qu'il est là actuellement dans les entreprises. Laurent, Change. 2023, on parle du bien-être du salarié au travail. Ouais. Ça fait Regardez partie de ça, nos je missions. meurs derrière mon écran, je meurs. Ça fait partie de nos missions, faire essence, d'apporter ça en plus dans l'accompagnement qu'on propose pour essayer de dire on peut pas faire ça parce que le fait de maltraiter l'humain, c'est aussi ne pas respecter son entreprise finalement quelque part et se pas respecter soi-même en tant que décideur. Ça en dit long sur ta boîte, oui. Et puis Ça en nous, dit très long. on est très pragmatique là-dessus. On dit combien vous perdez. Ça coûte. À un cadre supérieur, ça Ah va bah oui. coûter énormément d'argent, en dizaines de milliers d'euros de pertes par mois, de pertes de savoir-faire. Ça va se compter en centaines de milliers d'euros. Et puis pour la société, parce qu'on va du plus petit au plus grand, bah, c'est des millions d'euros perdus. Et à l'échelle du pays, c'est un PIB impacté de plusieurs pourcents, ouais. 5%, je crois. C'est 7% pour la France, 5%, je sais plus. Bon, je dis peut-être une grosse bêtise, allez voir les chiffres, ils sont disponibles. C'est 10% pour l'Angleterre, la Grande-Bretagne. 10% de son PIB, la santé, la souffrance au travail. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça fait. Et oui, parce qu'on ne se rend pas compte des dommages collatéraux sur la société, puisque ça impacte la sphère familiale, qui impacte la sphère entreprise, qui impacte la sphère communauté sociale, la sphère santé, la sphère territoire, la sphère société dans son ensemble, enfin jusqu'à l'État. Là, enfin, vous jetez un caillou dans l'eau, ça fait des petits Ah ronds. oui. Bah, c'est ça. Ton C'est ça, collègue est en dépression, bah tu c'est vas ça le faire des travail frais. mal fait. La souffrance au travail, elle est mal accompagnée. C'est ça. Parce que ça touche plein de secteurs. La santé, la production, la création, la perte de savoir-faire, la formation, tout ça, c'est impacté de manière systémique. Et si vous ne l'avez pas compris, il y a des chances que votre boîte, À vos portefeuilles. elle fasse pas long feu. Hein. Et vous, en tant que salarié, entrepreneur ou autre indépendant, si vous êtes dans une contrainte psychologique comme ça, il faut vraiment, vraiment faire quelque chose rapidement.
Qu'est-ce que tu leur conseilles? Alors, le souci, tu vois, c'est par rapport à son expérience, c'est compliqué de donner des conseils comme ça. Je ne suis pas médecin. Mais par rapport à ma propre expérience, déjà, si votre famille vous dit que vous avez changé, votre femme, ne serait-ce que votre femme ou votre compagnon, moi, je m'en fous, moi, savoir qui vous alerte autour de vous et dit ah, il y a quelque chose qui a changé, t'es stressé, t'es colérique, t'es ceci, c'est que c'est déjà, il y a un truc qui va pas. Au travail, si vous sentez qu'il y a de la fatigue qui s'installe et que vous êtes moins performant, moins productif, il y a un taux d'erreur de plus en plus grand chez vous, moins à l'écoute, moins ceci, moins cela, ou peut-être que vous pleurez, peut-être que vous avez ceci, peut-être que vous avez cela. Il faut savoir que les femmes sont plus impactées aussi par la santé mentale, le burn-out, parce qu'elles ont une charge supplémentaire mentale. Bon, malgré qu'on soit au 21e siècle, en 2023, elles ont aussi la gestion du foyer en plus. Et oui, ça n'a pas échangé. Hein. Elles sont beaucoup plus impactées par des problèmes de santé mentale que les hommes. Mais comme quoi. Et chez les neuroatypiques, particulièrement, la santé mentale ne fait pas de cadeau. Donc il est important de se faire diagnostiquer, de savoir dans quel bois vous avez été taillé. Si c'est du bois d'arbre, c'est bien. Non, mais ça permet en tout cas de mettre des. On n'aime pas être dans les cases. Mais mine de rien, pour poser un diagnostic et être sûr de ce dont ce qu'il faut mettre en place, en tout cas, je bafouille, ce qu'il faut mettre en place, ce qu'il faut plus faire, ce qu'il faut faire, enfin, toute cette stratégie qu'il faut mettre en place autour de ça, il faut déterminer ce que vous êtes. Après, il y a des grandes lignes. Vous êtes peut-être ça, vous êtes peut-être ci, vous êtes TSA, THPI, THPI, HPE, enfin bon, il y a plein de termes que moi j'ai appris sur le tard dans tous ces clans un peu bizarres là, mais bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, ça permet déjà, avec les bons diagnosticiens, médecins, psychiatres et ça, de déterminer ce qui vous convient de mieux, quoi. Dire ça, c'est pas fait pour vous, ça, c'est pas pour vous, ça, vous pouvez pas accepter ça, ceci. Mais au-delà de ça, tant qu'on n'a pas traité le problème de fond, c'est-à-dire le travail, le terreau, le travail en lui-même, l'entreprise, l'esprit d'entreprise et la manière dont tous les gens sont formés dans les écoles, eh ben, on n'aura pas réglé ce problème parce qu'on ne fait que mettre des rustines sur un pneu d'avion hein, et au moment de l'atterrissage, on prie. Donc c'est un peu problématique. C'est-à-dire que là, on ne fait que traiter un problème individuel de la personne. C'est important de le faire, bien sûr, au contraire. Il faut le faire absolument pour éviter des morts inutiles. Parce que moi, je parle de mort, hein, j'ai pas de peur de dire ça. Hein. Après, moi, j'ai l'expérience de ça autour de moi, donc j'en ai parlé tout à l'heure brièvement. Je ne veux pas rentrer dans les détails parce que c'est un peu glauque, et puis il y a des choses qui sont encore en cours. Et puis surtout, qui on est si on accepte cette maltraitance-là On laisse autour faire de ça. soi, si on laisse faire ça, pour nous-mêmes et pour les autres. On regarde nos enfants et on se dit, tiens, bah, eux vont être balancés aussi dans ce truc-là. Un jour, dans une entreprise, ils vont peut-être faire appel à un manager toxique qui se rend pas compte qu'il est toxique lui-même, hein, parce que lui-même a aussi des soucis de santé mentale. Il faut aussi reconnaître cette santé mentale-là partout. C'est-à-dire que la santé mentale, elle n'est pas que sur la victime de cette problématique-là, qui est en burn-out et en dépression. Parce que le côté victime, ça va 5 minutes. Mais il y a aussi ceux qui sont bourreaux, qui sont eux-mêmes des victimes. Et au-dessous de ces bourreaux, il y a encore des victimes. On est tous victimes de quelque chose. Donc il faut déterminer ce que c'est, bon sang de bonsoir. Dernière question, petite touche positive. Yes. Je pense qu'il y a toujours quelque chose de positif partout. Ouais. Qu'est-ce que ces 2 burn-out t'ont appris sur toi ou peu importe? Qu'est-ce que ça t'a apporté de positif? Alors, très longtemps, je suis passé du stade. Déjà, tu acceptes d'être neuroatypique. C'est compliqué déjà en soi parce qu'on t'apprend par rapport à ces écueils-là que tu es ça, HPI. Dans mon cas, HPI. Ok, très bien. Qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu refais ce que tu faisais avant ou est-ce que tu fais autre chose? Alors, moi, ma première étape, ça a été de changer mon métier. On a fait des choses. Hein, si vous me suivez un peu, vous savez à peu près ce que je fais ou pas. Peu importe, c'est pas le lieu ici. Mais on va dire que j'ai essayé de mettre en place pour changer des choses pour changer mon métier. Ça ne m'a pas suffi. Ça n'a pas été assez loin dans ma pensée. Et je me suis dit que j'étais pas assez en amont du problème. Donc, j'ai voulu créer des choses avec mon associé. Enfin, bon, voilà, on a créé Faire Essence. On bosse avec toi maintenant, Sandrine. Mais parce qu'on n'allait pas assez loin en amont du problème. On était toujours à l'aval du problème. On ne faisait que régler en bout de chaîne le problème, alors que le problème est beaucoup plus haut. S'occuper de l'humain est important pour moi. Et je ne dis pas, alors, il y a une chose importante, je ne fais pas ce métier pour me soigner, même si quelque part, je pense m'aider. Je le fais parce que je pense que c'est OK. important de le faire et que ça m'aide aussi à trouver ma propre voie d'une certaine manière et que je pense que je peux être utile. Je sais que je peux être utile là-dedans. C'est pas un métier passion. Et là, je casse tout de suite un truc ambigu là-dessus parce que les métiers passion, pour moi, c'est un mensonge. Le métier passion peut vous emmener vers le burn-out très facilement parce que vous ne savez plus faire la différence entre votre métier et votre vie privée. Donc, il y a plus c'est un danger. Maintenant, tout dépend de votre métier passion. Je dis pas ça pour tous les métiers passion. Il y a des métiers passion soft que je ne cite pas là parce que j'ai pas envie de dire de grosses bêtises. On va dire qu'il y a des métiers passion qui vous permettent
conjuguer santé mentale, travail, vie personnelle, et ça peut être, mais c'est combien de métiers sur, voilà, Ouais, c'est un c'est clair. pourcentage beaucoup trop faible. Donc, on va dire d'un point de vue général, faut se méfier de ça. Après, voilà, Et sur puis, il les y a trucs, comment tu le gères aussi. voilà, sur les trucs très spécifiques, on est d'accord, ça existe. Mais voilà, je me méfie de ça. Je me dis que ça, j'ai abandonné mon métier de communicant, de ce que je faisais en tant que directeur de création, directeur artistique dans la pub et la com visuelle, même si j'en fais un peu à travers mon travail actuellement encore, hein, parce que j'accompagne, mais c'est très différent. Je fais un accompagnement sur l'image, sur l'humain. On travaille beaucoup sur des sujets qui touchent le sociétal, l'environnemental, à haute valeur ajoutée dans le sens, une question de sens. Quand on est neurotypique confronté à ça, on est parfois stressé parce on a une perte de sens énorme. Ce qui est souvent le cas de beaucoup de gens. Mais quand on est neurotypique, cette perte de sens, elle est encore plus lourde. Mais elle est valable pour tout le monde, hein. Je parle pour tout le monde. La perte de sens, elle est énorme. Le burn-out, je parle pour tout le monde, il est énorme. La souffrance au travail, c'est pour tout le monde. C'est juste que quand tu es neurotypique, ces sentiments-là sont exacerbés. C'est plus. C'est plus, plus, plus. Donc, trouver sa voie, ça a été ma plus grande réponse. Je pense que je navigue là-dedans, que je suis encore en recherche d'eux, que je construis au fur et à mesure, que je bricole. Mais on est sur de la matière vivante, on travaille avec de l'humain, je vends pas de produits ou des sauces tomates ou des allers-retours Tokyo, Paris. Donc je m'en fous, je vends pas de camelote, quoi. Tout évolue avec toi. Mm. Donc j'évolue à côté de ça, j'ai fait avec, même avec des soucis qu'on peut avoir à travers cette construction d'entreprise. Mais voilà, on se bat, on avance. Et maintenant, j'ai appris à appliquer une règle importante, qui est pas tout à fait celle-là encore, mais 2 tiers, 1 tiers, c'est bien. Ouais, je suis d'accord. De tir un tir. Ouais. C'est toi qui me Ça l'as, suffit. c'est toi qui me l'a dit, qui a mis le mot dessus, mais je l'appliquais sans le savoir. Bon, c'est pas tous les jours, hein, Oui. mais au maximum, je me suis rendu compte Ouais. que j'étais dans le 2 tiers, 1 tiers. Alors, le 2 tiers, 1 tiers, c'est 2 tiers pour soi, 1 tiers pour les autres. Et en général, c'est pour le travail, quoi, le 1 tiers. Mais Et parce t'as qu'en vu? fait, si tu Et t'as vu que ça suffit? T'as vu que ça suffit en plus? c'est, alors des fois non, des fois je mets un petit coup de collier Oui. parce que ça suffit pas. Mais il faut bien se rendre compte que ça peut te sauver la vie parce que tu dois créer cette distance et te nourrir autrement. Sinon, tu sais que tu peux vite te faire happer par un trou noir et tu sais que l'attraction du trou noir, elle est impossible à arrêter, hein. Donc, Tu tu te fais une mets hyper focus dessus et pendant si tu fais plusieurs un jours. hyper-focus avec ton cerveau C'est d'HPI ou je sais mort. pas quoi, C'est mort. je sais, c'est ce qui s'est passé dans mon travail. Je fais un focus dessus, je bloque dessus. Je peux bloquer des semaines sans dormir et devenir fou et penser qu'à ça, matin, midi et soir. Ça m'est tellement arrivé de fois que par le passé, et c'est pour ça que ça m'a mis aussi dans le mur, hein. C'est pas simplement aussi lié à un entourage toxique, manager toxique, entreprise toxique, métier Ouais, toxique. C'est aussi on peut nous-mêmes. c'est notre propre toxicité qui fait que. Ouais, c'est difficile, hein. Donc C'est c'est tout ça difficile. qui fait que c'est un poison insidieux qui peut C'est créer. bon. Tu vois, quand t'es dedans, c'est bon. Oui, parce que T'es c'est du pris par le miel, mais c'est truc un et miel qui est un peu amer à la fin. Et à force d'en manger, tu sens moins le sucre, tu sens plus le côté amer, à force. comme un élastique, tu sais. Tu le tends, tu le tends, tu le tends. Et puis à un moment donné, ça lâche et C'est très clac. satisfaisant, puis ouais, vraiment, ça claque. Ça claque les doigts. Et le pif au passage. Ouais. Ouais, Encore une fois, d'où l'importance de savoir qui on est. ouais, c'est pour ça que si j'avais su un peu plus tôt tout ça, ça m'aurait peut-être évité un premier burn-out. Mais après, on dit ça, mais en même temps, qu'est-ce qu'on en sait? Faut faire au mieux, faut faire au mieux. Mais bon, Franchement, c'est sûr que si on le mettre la sait pas, pression. si personne le dit, Mais c'est vrai que ça toujours peut aider. pareil. Ça peut vous faire gagner du temps. On en parle tout. Oui, bien sûr. Gagner du temps. On gagne du temps. Et gagner du temps à notre époque, c'est précieux, hein. Voilà, fut une belle parenthèse sur le burn-out, très introspective, un peu trop Ouais. centrée sur moi-même, on va dire. Très sympa. Si vous êtes encore vivant, Si toujours avec nous, personne nous a félicitations à écoutés vous. précipitamment en disant mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Il est Non, fou. mais là, j'espère que vous avez eu des conseils, des tips, des choses qui vont faire que vous allez prendre beaucoup plus soin de vous. Prenez soin de vous. Il n'y a pas plus important que vous, Tout à fait. s'il Et, vous plaît. et pour parler aux professionnels, aux entrepreneurs, aux entreprises, de manière un peu égoïste. Non, mais c'est important aussi de se dire que c'est pas une fatalité. L'environnement de travail, la façon dont on mène les choses, dont on forme les gens, ça fait partie aussi des choses qu'on doit faire, qu'on doit mettre en place. C'est la mission qu'on doit mener, nous. Et puis, ça se fait bien, on doit le faire, c'est important. Parce qu'on connaît ça, on connaît l'envers du décor, on sait ce qui peut changer, ce qui doit être changé. Après, il y a des choses qui ne peuvent pas être changées, hein. Certains humains sont difficilement changeables. Il faut qu'ils prennent la décision, eux, de changer et qu'ils fassent, eux, leur chemin avec quelqu'un. Et voilà. Ceci étant dit, ce fut un numéro long et passionnant. J'espère que vous n'avez pas dormi entre-temps ou que ça va pas soulever des Non, questions. je pense que ça va parler à un certain nombre de personnes, je pense. Parce que là, on est en plein dedans, on en parle beaucoup sur les réseaux. Et Donc, il faut en parler, il faut délier tout ça. Le harcèlement moral est une des choses aussi importantes qui ressort en ce moment aussi. Et tout ça fait partie d'un environnement toxique. Donc prenez-en. C'est pas anodin. Faut prendre en compte tout ça. merci Laurent pour toutes ces petites confessions intimes. Un Confessions intimes avec toi, Sandrine, sur Terre Atypique, un podcast. C'est
C'est pas tellement intime du coup. C'était entre nous, c'était entre nous. C'est entre nous, hein. C'était qu'entre nous. Ne me jugez pas, ne me jugez pas. Peut-être que j'ai dit des bêtises durant ce podcast, mais je pourrais en dire beaucoup plus. J'ai Attention, j'ai été si on, gentil. J'ai si été on gentil. juge, si on critique, si on fait quoi que ce soit, vous m'avez sur les côtes. Sachez-le. Je peux dire sur les côtes, pas de la mer. Ah, je réponds. Je réponds et voilà. Coup de Ah, sabre. la On est nature de gentil. la nature de la neurodiversité. On est gentil. Et tu sais qu'on n'a même pas changé le fond, hein. Mais bon, c'est pas grave. C'est comme Non, mais ça. ça marche bien. Vous n'êtes pas fou. Non, c'est pas grave. Ça peut rester sur tous les autres épisodes, hein, en même temps. Ouais, ça peut rester. Non, mais on le changera pour le prochain parce que ce sera un autre sujet. Peut-être spécial Halloween. Sujets qui font peur. Ouais. Et ben, on l'a fait Bien. aujourd'hui du coup. La santé mentale, le burn-out, la mort, le harcèlement, oh là là. Des sujets bien, bien lourds. Peut-être petites anecdotes à voir. Ah ouais, des histoires qui font peur. Peut-être. Peut-être. Ou pas. Mes chers auditeurs, merci d'être restés avec nous. Likez, commentez, partagez. Dites-nous si ça vous a plu. Venez nous dire si vous êtes en burn-out, si vous sentez, si vous vous êtes reconnu aussi dans les signes. C'est important, hein. On peut vous accompagner, on peut vous faire comprendre des choses. On peut, voilà. Simplement, Il y a des choses à faire. on peut vous aiguiller. Après, On peut vous aiguiller, voilà. Il y a des autant que choses à faire se faire. peut, avec modestie, hein. Je vous dis à vendredi prochain, du coup. Oui, Belle à journée vendredi à vous, prochain. belle nuit et ciao. Belle semaine à toutes et à tous. Salut Sandrine.